Non, mais en plus, il a fait ma journée parce qu'il est né à Tachkent. Ça, j'ai une anecdote à raconter. Tu vois, j'ai mon pote qui adore l'Ouzbékistan. Là, voilà, ça a fait ma journée. Bonjour Romain Molina. Enchanté. Enchanté, merci, bienvenue dans le média Aloha News. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est ici dans le centre de Malaga. On est chez moi. On est chez toi. La première question que j'aimerais poser, c'est comment ça va? On est en janvier, il y a du soleil. Comment ça va? Alors, si le vent se calme, je te dirais parfait parce que je pense à la qualité sonore. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup importé dans mes vidéos. Non, plus sérieusement, je pense que ma tenue et la tienne montrent que c'est difficile de se plaindre ici. J'ai été sur ton compte X et tu ne te définis pas comme journaliste. Tu te définis comme un conteur d'histoires indépendant. Ouais. Est-ce que ce choix de mots a... Non, parce qu'en fait, à l'époque, mon ancien éditeur, il me disait oui, t'es écrivain, machin. Journaliste, écrivain, auteur, honnêtement. Au final, réellement, ce que je fais, je raconte des histoires. Donc, c'était plus une formule qui m'amuse. Mais je me prends pas la tête avec ce que je suis, parce qu'il y en a plein, ils sont dans le statut, l'apparence, et je suis moi-même. J'aurais pu mettre homme folklorique qui met des t-shirts Sonic. J'aurais pu mettre ça aussi. J'aurais pu. J'ai essayé trop de caractère, malheureusement. Okay. Tu as raconté pas mal d'histoires qui ont fait beaucoup de bruit. Ouais. La question que j'aimerais te poser, c'est aussi la fiabilité des sources. Comment toi, tu trouves tes sources, la confiance? Parce que sachant que finalement, c'est un peu compliqué. Surtout vu les thèmes. Hein. Parce que si tu te trompes sur des affaires, notamment d'abus sur mineurs, c'est pas tu t'es trompé, par exemple, je sais pas... lui a dit X sur Y, ça n'a pas la même conséquence de dire lui, il a abusé sexuellement de mineurs. Donc déjà que faut pas se tromper, alors là tu peux vraiment pas te tromper parce que sinon, je t'imagine la gravité des faits. Donc déjà moi ça fait depuis maintenant 13-14 ans que je fais ça. Donc au bout d'un moment tu grandis et t'évolues, des erreurs t'en fais. Bon, il faudra un ego que je n'ai pas pour dire le mec, moi je me fais pas manipuler, etc. Tu peux pas. On n'est pas des robots. Par contre, ce qui compte, c'est l'intentionnalité. Moi, mon intention, ça a toujours été pour ce que j'estime et qui est juste. Mais j'aime profondément ce que je fais. Même les gens, tout. Donc, j'ai toujours fait par amour. Tout. Parce que sinon, vu les ennuis que cela peut me générer, il y a plus d'ennuis à faire ce que je fais que de satisfaction, de réjouissance. Mais vu que j'aime le sport et tout, je peux pas tolérer que des gens le prennent en otage. Ou prennent en otage des gens, je sais pas, ça me paraît même... c'est humain, même. Bien sûr. Donc j'ai toujours été dans cette idée-là. Maintenant, plus le temps est passé, donc j'avais déjà réalisé pas mal d'enquêtes. Je crois ma première, elle est sur CNN à 22 ans, un truc comme ça. Okay. C'était sur un joueur d'ailleurs qui était en Belgique à Anderlecht, Chancel Bemba, qui joue pour le Congo. Et tout le réseau en fait qu'il y avait derrière, tu vois, parce que c'était un réseau malheureusement très très sale dans le football. Et ensuite j'ai fait des enquêtes donc trafic de joueurs, trafic d'êtres humains, abus sur mineurs, corruption, ingérence politique, match truc et tout. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40 dirigeants ou coachs qui sont soit en prison, soit mis en examen, soit suspendus suite à mes enquêtes, notamment pour des abus sur mineurs ou couverture d'abus ou harcèlement et autres, dans des pays qui vont du Mali en Haïti en passant par la France, la Zambie, le Zimbabwe, Sierra Leone, Guinée, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Mongolie, Salvador, Colombie, et je dois peut-être en oublier quelques-uns. Bon, c'est vrai que beaucoup dans la sphère francophone, notamment africaine. Et il y a d'autres affaires en cours. Pour donner une indication aussi aux gens, parce que c'est important, parce que c'est pas, comme tu parles de vérification des sources, etc. Faut imaginer que ça, tout ce qui a été fait, aujourd'hui, tu as l'ONU et la FIFA et les autres grands organismes sportifs, dont le CIO, le Comité international, qui sont pour parler depuis des années pour créer Safe Sports Entity, qui est donc un institut international de lutte des abus contre le sport, contre les abus. Et quand tu lis les travaux préparatoires et tout ça, c'est basé notamment sur deux enquêtes qui sont les abus sur les femmes de la sélection afghane, fait par Suzy Brack, une journaliste du Guardian, que je salue. Et ensuite, c'est Haïti. Et Haïti, c'est Daron, c'est Alexis Mick et moi. Et Haïti, ça a été, voilà, c'est vraiment... Revenir à un Haïti, c'est ce qui a un peu changé ma vie aussi. Et derrière, le Gabon. Donc en fait, si tu veux, cette proposition internationale qui n'existe pas, conjointe ONU, FIFA, etc., même s'ils ne sont pas d'accord et tout, elle est basée en grande partie sur les enquêtes du Guardian, donc les miennes. Donc ça, c'est pour un peu montrer aux gens. Et c'est important, et c'est pour ça que c'est l'héritage que ça doit laisser. Parce que c'est pour faire un truc pipeau, ça sert à rien. Donc après, on va te dire que quand il y a eu ça, j'ai été contacté de partout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui disent « Ah, mais vu, entre guillemets, parce que je suis repris ici et là, et qu'ils ont vu qu'en fait, des choses ont pu bouger, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en prison, ils sont à sans famille, comme on dit, c'est la prison centrale de Libreville, tu vois. Donc bien manger des cailloux là-bas. Donc j'espère, vu ce qu'ils ont fait. Donc forcément, je suis contacté ici et là. Il faut faire gaffe, pas se tromper, parce que combien ont essayé de me piéger avec des fausses infos, des faux trucs. Encore une fois, comme je suis pas infaillible, mais globalement,
Non, non, je suis content. Parce qu'il y a pas non seulement vis-à-vis des sources, mais tu as vis-à-vis aussi du déciblage, ce que j'appelle. C'est-à-dire comment tu vas décibler les gens. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire qu'il y en a, ils risquent leur peau en me parlant. Je veux dire, on a quand même participé à deux exfiltrations. Quand je dis on, c'est pour que les gens comprennent bien. Parce que bon, voilà, moi, je suis indépendant, j'ai fait des enquêtes pour le New York Times, Guardian, CNN, BBC, Josimar, Inquisitor, bon. Surtout à l'international, parce qu'en France, je dois avoir la peste et le choléra. Et j'ai fait pas mal de bouquins et tout. Et en fait, j'ai un pote qui est canado-haïtien, qui est notamment, paraît-il, c'est lui qui m'avait aidé sur toutes les traductions. Parce que forcément, les filles, elles étaient plus à l'aise en créole, ce qui est normal. Et ensuite, il a beaucoup aidé et tout. Donc, si tu veux, il y avait lui. Il y avait une avocate anglaise qui travaille pour le syndicat mondial des joueurs, s'appelle Kat Craig. Peut-être la meilleure avocate de droit humain dans le monde du sport. Donnez-moi 10 Kat Craig et le monde du sport, il sera propre. Minky Warden, ancienne du département de justice américain, qui est directrice d'initiative humaine à Human Rights Watch. Donc, t'as une dame qui est, je crois qu'elle est à Washington ou New York, elle est à New York, Minky. Une qui est à Londres, quelqu'un qui est au Canada, et moi qui suis perdu au fin fond de l'Andalousie. Bon, on est en plein Covid. Donc, il n'y a rien et tout. Et là, tu dois participer à, exfiltrer littéralement quelqu'un, un témoin clé de l'affaire haïtienne qui était donc cette énorme affaire d'abus sur mineurs, notamment de l'ancien président de la Fédération haïtienne de foot, Yves Jambard à Kadadou, qui depuis a été suspendu, banni, qui maintenant n'est plus rentré en Haïti par la FIFA. Ça a été vraiment un truc, voilà. Puis derrière, tu as eu l'ancien ministre des Sports qui se fait arrêter par Interpol, enfin bon. Et si tu veux, c'était moi qui étais la figure vocale parce que vu que c'était lié aussi au gang et notamment aussi à un cartel qui s'appelle celui de la Familia, qui est un cartel, on va dire, notamment impliqué dans le trafic d'armes et de drogue, qui passe notamment par la Caraïbe, dont Haïti, tu te doutes bien que les gens, pour parler, c'est compliqué. C'est-à-dire que ces filles-là, qui étaient dans un centre de formation complètement insalubre, qu'on appelle le ranch de la Croix-des-Bouquets, c'est à 15 minutes à peu près de la capitale Port-au-Prince. C'est là d'ailleurs où s'étaient mariés les Duvalier, si je ne dis pas de bêtises. Ça leur appartenait. Donc comme je disais, cette affaire, elle a été mondiale. Et forcément, il y avait de tels dangers, parce que ces filles, comme je te disais, qui étaient dans ce centre-là, t'avais un mec qui s'appelait Bosom, par exemple, il venait toujours calibrer. C'était un espèce de garde du corps, on sait pas trop. Donc t'avais des gens qui venaient calibrer. Il y avait une peur de parler qui était inimaginable. Et surtout, on est dans un pays qui, malheureusement, a le spectre de la violence, notamment sur l'histoire moderne, assez terrible pour sa population. Donc, si tu veux, à un moment donné, il y a une personne qui est wanted. C'est-à-dire, on est allé le chercher. Il se fait prévenir qu'en gros, il y a des mecs qui l'attendent avec le fusil, quoi. Et puis, on rentre en contact, etc. Et en fait, il va être caché pendant 3 mois, je crois. Mais où tu le caches? Avec quel argent? Est-ce que tu le mets dans un gros hôtel? Est-ce que tu le mets où? Tu le mets en province parce qu'après, il faut le déplacer, il faut avoir la confiance. Et là, en fait, si tu veux, tu te retrouves du jour au lendemain où on n'est pas prêt pour ça, à te dire, si on se loupe sur un truc, il est mort. Et t'as le gars qui nous dit, j'ai confiance en vous. Parce qu'il y a notamment une fille au milieu qui lui a dit, tu peux, mon pote et moi, David et moi, David et Romain, tu peux. Là, littéralement, vraiment, c'est avec ta vie. Déjà, je pense qu'aucun être humain n'est prêt à ça. Moi, je n'étais pas prêt à ça. Et donc, quasiment tous les soirs, je terminais à 3-4 heures du matin. Parce que moi, forcément, j'ai le décalage horaire. Sauf que tout est fermé. À un moment donné, tu dis, OK, donc l'argent, il devait passer toutes les semaines par Western Union. Une cata. Parce que la FIFA faisait rien. C'est le syndicat mondial des joueurs qui faisait, mais lui, c'était pas un joueur. Et une galère. Et puis, les ambassades sont fermées. Et il n'y a plus de direct pour aller à Paris. Parce que finalement, il va obtenir un visa pour la France. Sauf que déjà, pareil, le visa pour l'obtenir, je pense que je peux le dire maintenant, mais tu as quand même un type de l'ambassade française qui, en gros, était graveleux pour rester gentil avec la personne qui le suppliait pour une vie humaine. Et lui, il pensait qu'à sa libido visiblement vieillissante. Donc, tu as la personne qui a dû rentrer dans le jeu pour avoir le visa. Qui a dû rentrer? Dans son jeu. Autrement, il n'avait pas le visa. Donc déjà, tu imagines la dégueulasserie de ce mec-là. Est-ce qu'on peut être étonné? Je ne suis pas sûr. Malheureusement, c'est triste. Donc, il y a ça, mais il n'y a plus de direct. Donc, tu dois passer par les États-Unis. Donc, il te faut un visa de transit. Et l'ambassade, elle est fermée. Donc, tu fais comment? Puis, alors, l'ambassade américaine en Haïti, t'as une queue, je t'explique pas. Donc là, on passe par les contacts qu'on a. Et on te dit, mais imagine, l'histoire, elle est quand même géniale. Il y a un militaire qui va ouvrir à telle heure la porte de derrière. Faut lui donner un mot de passe. Tu rentres et il te le donne. 14 heures, c'était, je me rappellerai toute ma vie. Le gars, il arrive en mobilette par son pote qui l'amène et tout. Il appelle mon pote au Canada. Il y a personne. Donc, mon pote, il rappelle. Finalement, 3 minutes après, il y a le militaire là, mot de passe, le mec qui lui donne, etc. Et il lui donne le visa. Et là, tout le monde le voit sortir avec. Donc il y avait une foule énorme, il repart en mobilette. Enfin, derrière, le billet, il est acheté. Et là, je me rappellerai toute ma vie. Donc on est au téléphone, on est tous les 4. Il y a la fille, lui, David et moi. Et il dit, bon, parce que moi je vais me coucher, il était 4 heures, je sais pas quoi. À demain, Romain, si Dieu veut. Quand il me dit ça, je sais qu'il le dit souvent, mais tu vas pas te coucher confiant parce que tu te dis, s'il le chope, il est mort. C'est fini.
Donc en France, moi je règle avec quelqu'un, anecdote, un mec qui travaillait au Paris Saint-Germain. Je lui dis, je peux pas t'expliquer tout, j'ai besoin d'un mec qui a des couilles, j'ai besoin que tu ailles me récupérer quelqu'un à l'aéroport. Ok Romain, pas de problème, mec en or. Hein. Et j'ai totale confiance en lui. Mais là derrière, faut que je lui trouve un lieu pour vivre. Parce qu'il va loger où? On n'a pas l'argent de le mettre quelque part et tout. Bon, le mec arrive à l'aéroport, passe les contrôles, et puis là le policier lui dit, hey, toi, l'ambassade américaine elle est fermée, t'as le visa comment? Et la dame à côté elle dit non mais il la laisse là. Et en fait juste avant il venait de recevoir un appel des gars de Dadou. En gros on sait que t'es là, tu fais quoi? Et en fait il passe. Et il part. Donc on a réussi. Donc miracle. Je te dis miracle. En France, toi c'est des lecteurs à moi qui l'ont hébergé. Dont un prof que je remercie éperdument, qui l'a logé pendant 3 mois je crois. Un mec en or. Pour que la FIFA ensuite bouge, j'ai dû limite les menacer. Oh, simplement occupez-vous de ce gars-là, il doit témoigner, machin, et à cause de vous, parce que vous avez rien fait, sa vie. Donc j'ai participé à ça. Hein. Et puis en Sierra Leone aussi. C'est-à-dire, pareil, elle était menacée de mort et tout, parce qu'elle avait dénoncé des abus. Toujours pareil. Elle avait été menacée de mort et tout, parce qu'elle avait dénoncé des trucs et tout. Et en fait, il y a d'autres gens en Sierra Leone qui m'avaient contacté. En fait, ça fait suite à Haïti, tu vois, il y a plein de gens dans le monde entier qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu l'impact que ça a eu, qu'ils ont vu. Même si ces gens-là, ils pourront peut-être pas avoir, on pourra jamais leur donner ce qu'ils ont malheureusement perdu, leur innocence, etc., et leur nuit sans cauchemar. Mais d'avoir, je pense, la consolation de se dire, au moins, les autres ne subiront pas ce que j'ai subi. Donc même si la justice civile, on sait des fois ce qu'elle est, et pas que dans ces pays-là. Hein. Je pense que je suis pas assez d'expérience de parler en Belgique, mais en France, il y a quand même certaines affaires, notamment d'abus sur mineurs, qui sont quand même assez surréalistes dans leur traitement. Je pense notamment à cette espèce de juge magistrat là, qui avait plus ou moins vendu sa fille sur des trucs pédopornographiques, et bon, on appelle, t'as l'impression qu'il a quasiment rien. Bon, ça j'ai quand même un peu de mal. Mais si tu veux, au minimum que la justice sportive intervienne pour que ces gens-là soient bannis à vie du Beautiful Game, quoi. Et en Sierra Leone, donc j'apprends ça par un qui s'appelle Desmond, super gars, un Sierra Leonais activiste qui est un peu à l'étranger. Et par un autre contact en Sierra Leone, il me dit, mon parent de la fille, écoute, elle est wanted, là faut qu'elle parte, etc. Je sais pas comment faire. J'ai passé un appel. Je l'appelle et tout, je dis ok, je m'occupe. J'appelle une personne, je savais qu'elle était de confiance, etc. Et là, il y avait une facilité pour le visa et tout. Et après, le transport, les gens en Sierra Leone, ils ont géré pour qu'elle soit à l'aéroport. Elle et son frère, ils ont pu y aller, ils sont en vie, et elle a pu commencer une nouvelle vie. Donc tous les Noël et tous les Nouvel An, j'ai un message. Donc voilà, donc au final, pourquoi je parle de déciblage? C'est qu'en fait, ce que tu fais peut impacter littéralement des vies. Donc c'est pour ça que notamment dans tout ce qu'on a publié, parce que tu as tout le secteur juridique, tu regardes, notamment dans le Guardian, je peux te dire que c'est coton. Des fois, il y a des histoires, on a mis 2 mois avant de les publier, juste pour les vérifications d'avocats. Parce qu'il y a des choses, je leur ai dit non, mais si on l'écrit comme ça, il va savoir qui c'est. Donc tu dois enlever des détails, des ci, des là. Donc il y a aussi tout ça, quoi. C'est pas simplement publier, c'est faire suivre. Parce que publier, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, tu dois passer des montagnes. Hein. Surtout pour des affaires pareilles. Mais le plus dur, c'est si tu publies et que les gens on sait qui ont parlé, quand tu sais la dangerosité, tu aurais été inconscient. Donc, personne n'est mort, personne n'a été blessé. Et psychologiquement, ça va. On a dû gérer des menaces de mort aussi. Moi, je crois que je l'avais raconté une fois celle-là, mais pareil à Haïti. Une fille qui m'appelle, Monsieur Romain, je viens d'être menacé de mort, si demain j'apporte pas 20 000 $, il me tue. Le bandit qui a appelé. Parce qu'il savait qu'elle avait parlé à la FIFA. Alors il y avait 4 personnes qui étaient au courant. Parce qu'en fait, elle avait signé une déclaration. Il y avait elle, il y avait son mari, il y avait moi, il y avait la personne italienne de la FIFA qui était sur place, qui avait récupéré, qui s'appelle Fiametta, et un autre qui s'appelle Jacques Létang, un avocat. Il y a 5 personnes au courant. Ça s'était passé en début de semaine. C'est qui la taupe? Moi, je savais. J'avais prévenu la FIFA. Tout le monde avait prévenu que ce Jacques Létang-là... Attends, je te pose la question. Tu fais un panel d'investigation pour enquêter sur des crimes d'abus sur mineurs. Tu donnes le dossier au meilleur ami quasiment de l'avocat du prévenu. Tu fais ça? Bah non, tu prends pas de risque. Quand le syndicat mondial des joueurs te dit on a une fille qui a reconnu ce mec-là dans une soirée avec ce gars-là. Non, elle connaît pas. Donc toi, italien, Mario Galavotti, qui est grand conseiller de la FIFA, etc., El Cavaliere, Mario Galavotti, à l'ancienne, hein. C'est vraiment l'italien cliché des films à l'ancienne. Il est avocat. On va mettre quand même des guillemets. Et je le connais, Mario. Je l'ai parlé plusieurs fois. Il me dit non, vous comprenez rien. Mais il s'énerve au téléphone en parlant comme ça. Mais tu connais quelque chose en Haïti? Ça fait 20 ans que le mec, il a violé des gamines. Il en a fait avorter qui ont 14-15 ans dans votre centre de merde. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la chose. C'est le centre FIFA Goal que vous avez financé. Vous avez donné de l'argent à un énorme pédophile qui a violé vos gamines. Vous avez fait de la pub dessus. Vous avez décerné des prix. Et t'oses me dire que tu connais la situation? Mais je te jure qu'il me l'aurait pas dit devant moi, hein. Là, j'en parle, tu vois, je suis énervé.
Mais je t'assure, je peux pas. Le mec qui a aucune idée et qui me sort ça, je lui ai dit, ton Jacques Létang, là, il y a un problème. Tout le monde lui a dit, non, non. Là, donc, on arrive, cette fille menacée de mort. On est même pas une semaine après qu'elle a fait son témoignage. Et 4 jours après, le gars l'avait appelé. Je sais que t'as parlé. Comment il pouvait savoir, le mec? C'était pas le président, là, c'était vite le président. Bon. Donc, on est dimanche. Il y a mes grands-parents qui sont en vacances. C'était en septembre, je me rappelle très bien. Et ma mère. On est vers 14h, etc. Je suis à l'appart là-bas. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, j'appelle la FIFA tout de suite. J'appelle une nana qui s'appelle Joyce Cook, qui sauve du safeguarding, etc. et tout. Bon. Oh, it's terrible, Roman, it's terrible. Il faut agir maintenant. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut. Ah oui, on doit. Oui, oui. Bon, elle est en panique. Hein. J'appelle une autre personne, elle fait pareil. J'appelle le syndicat mondial des joueurs, ils disent bon. Et Minky Warden du Mind White Watch. Moi, je te dis ce qui s'est passé. J'ai dû rentrer après rapidement l'après-midi. C'est moi qui faisais le traducteur. Hein. Et t'as Minky qui dit, on rejoue avec elle, elle lui dit en gros, il va falloir se barrer, il va falloir trouver une cachette. Et c'est moi qui dois lui traduire. Tu imagines? Je suis là, il y a elle et son mari. Et c'est moi qui dois lui traduire. Ben, en gros, ta vie, elle est complètement bouleversée parce que ces espèces d'imbéciles, en gros, ils t'ont balancé. Et quelqu'un t'a balancé. Et maintenant, mais tu imagines? Et là, je me dis, et là, je l'entends pleurer, j'entends le mari pleurer et je me sens responsable. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je dis à Minky, laisse-moi faire. J'ai dit, bon, j'appelle un gars en Haïti. Je lui dis, écoute, c'est passé ça, ça, ça. Et je sais que le gars, il rigole pas. Un jour, il m'a dit, parce que c'est un mec pareil, il a été menacé de mort plein de fois. Mais vraiment dur. Un jour, je lui dis, mais toi, t'as pas peur? Il me fait, Romain. Moi, je sors calibré. Maintenant, j'en ai pas un, j'en ai 2. Un mec bien intention, mais pour sa survie, parce qu'autrement, il allait se faire vraiment... Je lui ai expliqué tout. Il me dit, donne-moi le numéro, je m'en occupe. Je mets en conférence la fille et tout. Il va là-bas. Il lui dit, donne-moi le numéro du gangster. Il a appelé le mec, il lui a donné rendez-vous au parc je sais pas quoi, un espèce de ghetto. Et le mec, il lui a dit, mais c'est toi? Oui, oui, je la connais. Oh, pardon. Elle a rien eu. 48 heures après, la FIFA revient. Oui, on peut faire quelque chose? Donc si mon pote il est pas là, tu sais pas si elle a envie ou pas. C'est là où je vois la faillite absolue de toutes ces institutions, milliardaires, qui sont toujours au G20. Hein. La FIFA est toujours au G20 par son président, et qui te dit, nous, on lutte contre les je sais pas quoi. Vous foutez de la gueule du monde. Pour donner notre indice à ce niveau-là, ça fait 3 ans que j'ai publié les enquêtes dans le Guardian sur la pédocriminalité de masse au Gabon dans le foot. Ça fait 30 ans. La FIFA a toujours pas pris de sanctions. Ça fait plus de 3 ans. Il y a un rapport l'année dernière fait par une boîte indépendante qui a dit, faut faire ça, ça. Ah non, on a viré la boîte. On n'a pas prolongé le contrat. Et hier encore, j'ai envoyé un message à l'une des personnes de FIFA Éthique en disant, c'est comment? Ah oui, on a fait de grands progrès. Oui, ça fait 2 ans que vous me dites ça. Qui l'aura mis en contact avec tout le monde? Moi. Hein. Pendant que eux, ils payent des gens 150 000 balles. Moi, et c'est moi qui fais tout, je m'en fous. Mais je veux que le travail soit fait. Ils sont même pas capables de le faire par des intérêts politiques et tout. Donc, pareil, tu dois faire attention à qui tu parles et tout. Alors là, par chance, là, il y a une personne à la FIFA qui s'appelle Andrea Cruz. Ça va. Mais sa responsable, Marta Ruiz Azucar, l'espagnole, soit elle est conne, et j'en doute, soit elle me prend pour un con. Et je pense qu'elle me prend pour un con. Ça fait 3 ans. Ah mais non, on peut pas. Elle m'a quand même sorti, tu imagines, il y a des mecs en prison au Gabon. Hein. Des mecs en prison. Hein. Ah mais on doit prouver que les abus ont lieu. Bah oui, les mecs ils sont en prison pour rien du tout. Ils sont en prison par l'opération du Saint-Esprit, Marta. Non mais Thomas pour Rilipoya. Comme je lui ai dit, ah mais non, mais faut pas s'énerver, monsieur Molina. Pas s'énerver. Et je sais très bien pourquoi elle fait ça. Parce qu'elle répond à son boss, qui est le patron légal de la FIFA, qui est un autre espagnol, monsieur Garcia. Et lui, quand il appelle le Guardian, il avait une condition. Faut pas qu'il y ait Romain Molina dans l'appel. Ah. Parce que t'as peur que j'explique ce que tu fais en Argentine? Mais bon. Il aime Dieu et sa famille, donc ça va. Ça doit être un mec bien, lui aussi. Parle de Dieu et sa femme tout le temps. Putain, heureusement qu'elle sait pas ce qui se passe à Buenos Aires et sa femme. Hein. Tu sais pourquoi je dis ça? Argentine, nouvelle affaire pédocriminelle. Les gamines ont dit ok, on témoigne, par contre, faut pas sortir nos noms. Non seulement ils ont innocenté le mec alors que tu vois le dossier, c'est un scandale, mais ils ont sorti les noms des gamines. Okay. Je crois que j'ai compris certaines choses parce qu'il y a quelques dirigeants de la FIFA, quand ils arrivent en Argentine, le premier truc qu'ils font, c'est Donde está mi prostituta? Premier truc qu'ils pensent, hein. Ma pute à l'hôtel. Dans ma tête, ça a vu, et j'ai dit à la FIFPro, et je lui ai dit, même à la salle de FIFA, je lui ai dit, mais ton chef, c'est parce que quand il va en Argentine, le seul truc qu'il pense, c'est, parler vulgairement, c'est se faire commander prostituée. Et quand la Fédé d'Argentine est dans la merde pour une affaire comme ça, on sort le nom des gamines, on le met en danger, des gamines qui ont subi ça. Tu vois, là, j'ai la haine quand j'entends ça. Parce que ces gamines, elles ont rien demandé. Et après, je les vois parader au G20. On met le tapis rouge à ces gens-là. Mais je t'assure, que ce soit le département de justice américain, qui n'est pas plus hypocrite que dans le matière sportive ou tous les autres, mais moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'un gros cabinet international arrive, d'avocats, et qu'on attaque ces gens-là pour complicité de pédophilie. Et autres. Parce qu'ils le méritent, et vu tous les éléments qu'il y a, ils terminent au trou. Et tous. Et je te jure, si j'avais la possibilité de le faire, si j'avais des gens qui avaient le pognon pour le faire, on poursuivrait, on irait jusqu'au bout. Ah, ça, par contre, ça, c'est, tu vois, ça, c'est un combat qui, tu vois, j'en parle avec les tripes. Parce que ce qu'ils ont fait sur ces gamines en Argentine, jamais je pardonnerai. Et pareil,
Attends, oh, c'est normal. La fille, elle est menacée de mort, elle a failli rester. Mais tu imagines même pas les saloperies qu'ils ont fait. Si je comprends bien, c'est vraiment... Je suis révolté, oui. C'est vraiment pas du tout des cas isolés. Ah les non, affaires de c'est systémique. pédocriminalité. Comment t'expliques ça? Est-ce que ça profite d'une certaine vulnérabilité? Bien sûr. On parlait souvent de l'église, de l'école, mais en fait, le sport, c'est pareil. Parce qu'en fait, et en plus, au sport, t'as la carotte de, ouais, mais c'est moi qui te fais jouer ou pas. Et vu que c'est l'amour de ces gamins-là et de ces gamines-là, t'as le chantage. Et en plus, dans certains pays, tu vas accroître avec la pression sociale. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de t'en sortir. Ah, tu veux te sélectionner. Par exemple, tu prends la Guinée. La Guinée-Conakry. Pareil, alors là aussi, c'est génial. Hein. T'avais l'Agence française du développement qui nous fait des grandes conférences de presse pour dire oui, mais on a un centre inclusif. Voilà, on fait des cours contre... comment ils avaient sorti? Oui, contre le harcèlement, je sais pas quoi, de prévention. Okay, d'accord. Le centre de Nango, ça s'appelle. Nango, excuse-moi. La FIFA qui était là, et même l'UNICEF, ils sont tous là. Terre des Hommes, enfin, non, c'est pas Terre des Hommes, c'est une autre ONG, je me suis trompé. Plan international, voilà. Ils sont tous là de nous faire des conférences, les ministres et tout. Le centre, tu vois. Bon, c'est un centre pareil, hein. Les gamines, malheureusement, voilà. L'AFD a trouvé le culot de me dire, ah oui, on a reçu une alerte, mais bon, on peut rien dire pour le moment. Le centre, il a fermé un Manu Militari parce que c'était insalubre et tout. Alors l'argent, il est passé où, tu sais pas non plus. Enfin, j'ai bien une idée quand même. Et bah là, il y a plus de communication dessus. Hein. On sait toujours pas, etc. et tout. Donc on voit bien que c'est partout. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? Pourquoi je te parle de pression sociale? T'as des gamines, font vivre la famille. C'est leur seule chance entre guillemets de s'en sortir socialement. Tu vas être en foot, tu veux dire? Ouais, tu vas être en sélection nationale. Faut passer à la casserole. Et on parle de gamines de 16-17 ans. Et il y en a certaines, bah, elles vont accepter, tu vois. Parce qu'en fait, elles se disent que si elles acceptent, ça va faire vivre la famille. Donc en fait, on va profiter aussi de la précarité. On va choisir des gamines, on va les déscolariser très jeunes. C'est-à-dire que tout est fait pour les mettre dans un engrenage et tout. Mais c'est abominable. Et tu remarqueras que, moi je l'ai vu, hein, dans tout, par exemple en Haïti, au Gabon, etc., on va toujours cibler des gens qui, on va dire, on peut avoir cette porte d'accès notamment par le social, par le financier, par des situations très difficiles. Et la déscolarisation fait partie aussi souvent de ce processus-là. C'est un argument pour eux de se dire, parce que si tu vas vers une gamine qui est scolarisée, qui a une famille qui est là, qui a pas de problème d'argent, ils vont se dire, elle aura plus de mal à accepter. Bien sûr. C'est-à-dire que on est vraiment sur le prédateur ou la prédatrice. Hein, t'as aussi des prédatrices. Hein. Je peux te dire qu'il y en a une coach en Guinée. Je vais mettre les noms sur internet. Elle, c'est une prédatrice, c'est une vraie prédatrice. T'as aussi des femmes qui font ça. Après, attention, t'as dans d'autres pays, par exemple en France, parce que ça existait notamment à Clairefontaine, on est juste sur des prédateurs et des prédatrices qui, voilà. C'est ça où je voulais en venir. Il y a pas que la pression sociale des fois, mais c'est aussi si t'acceptes pas les règles, t'es plus en sélection. Hein. C'est du chantage. Moi, je l'appelle le chantage sexuel, sextortion comme ils disent en anglais. Et ça, c'est 80% des cas. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas les conditions, tu joues pas. Et notamment dans les équipes nationales, parce qu'encore une fois, on parle pas de cas de clubs isolés, comme on a tendance à croire. Tu sais, c'est le pédophile du fin fond de je ne sais pas où, etc. Non, non. Je parle d'équipe nationale, je parle au plus haut niveau d'un pays. Et tu te rends compte que les sélections, c'est ça. Après, tu as des cas improbables. C'est-à-dire dans l'ignominie. Je te prends la Mongolie. Le coach, lui, il faisait du chantage sexuel sur la grand-mère. C'est-à-dire que si la grand-mère, elle couchait pas avec lui, bah la gamine était exclue. Et anecdote, la gamine a terminé où? En Belgique. Tout nous revient en Belgique, et voilà. Voilà. Donc, mais je lui dis, mais non, mais quand même. Elle me dit, si, elle me dit, ma grand-mère, en fait, elle fait jeune et tout. Alors déjà, j'ai eu des photos du coach, tu voyais que le mec est tout rougeau, tu voyais que le mec, le mec, je peux te dire qu'il rigolait pas. Lui, l'alcool, il devait être fait du matin au soir. Et donc le gars, il était clair. Il est allé voir la grand-mère, il lui a dit, écoute, en gros, j'ai envie de toi. Si ta fille, tu veux qu'elle joue, bah voilà, passe dans mon lit. Bah non. Bah, c'est fait que la gamine, elle est passée de titulaire à plus être dans le groupe. Et tu sais quoi? Ce qui est magnifique au niveau de la Mongolie, c'est qu'il y a eu plein d'affaires comme ça, de d'irresponsabilité. Il y a un coach, il a giflé les joueuses, des gamines de 15-16 ans. Donc t'as des affaires de violence, d'harcèlement, de tout ce que tu veux. Mais je crois que la vice-présidente qui a mis des pressions aux joueuses pour fermer leur bouche, elle a reçu un prix par son développement du football féminin quand même. Oh! Eh oui, développement du football féminin, mais il y a des viols! La FIFA vient te donner un prix, c'est génial. Que veux-tu que je te dise à partir de ça? C'est un monde merveilleux. Ton éditeur, dans un des livres, a dit que le football est le milieu le plus gangréné du monde, utilisé notamment pour blanchir de l'argent et acheter de l'influence politique. Ouais. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui rend le foot particulièrement vulnérable à ces dérives? S'il n'y avait pas autant de gens qui suivaient le foot, on n'en serait pas là. En fait, ça avait été un autre sport, par exemple, qui était suivi par autant de personnes. Ce serait le rugby, le basket, le hand, le curling, le cricket, ce que tu veux. Donc déjà, en fait, c'est l'impact que ça, parce que c'est le seul sport mondialisé, réellement. Le rugby ne l'est pas mondialisé. Il se mondialise de plus en plus, mais la pratique, par exemple, elle concentre surtout certains pays. Le basket, je pense, c'est le deuxième. Mais encore, c'est plus dur de jouer au basket, ce qui te faut un panier. Le foot, tu peux le jouer, donc il y a ça, il y a cette sensibilité et tout.
Et ça passionne. Je veux dire, aujourd'hui, à part Hiroshima ou un attentat, quel événement suscite plus d'intérêt médiatique qu'une finale de Coupe du Monde de football? Mais il n'y en a pas, en termes d'audience. Donc tous les plus grands annonceurs se battent, donc on a les plus grands sponsors, automobiles, compagnies aériennes, rappelle-toi, hein, entre Turkish Airlines, Fly Emirates, Qatar Airways, excuse-moi, etc., Ethiopian Airlines aussi à l'époque, enfin, il y en a plein qui annonçaient, etc. et tout. Tu as les équipementiers, Nike, Adidas, ce que tu veux, tu as les marques de voitures type Chevrolet, enfin, la technologie, la crypto, enfin, les banques, tout. Tout. Par exemple, avant, la Liga, le championnat espagnol, c'était la Liga BBVA. Ensuite, il y a eu la Liga Santander, je crois, donc ce sont des banques espagnoles. Donc, on remarque que tous les secteurs d'activité sont intéressés pour annoncer dedans. Pareil, la bataille médiatique pour les droits TV à l'époque, on s'arrachait ça et tout. Et aujourd'hui, tu as des pays qui font des stratégies footballistiques dans leur diplomatie. On peut penser à l'Azerbaïdjan, Land of Fire, le Rwanda, Visite Rwanda. Alors ça, c'est à but touristique, notamment de reconnaissance et tout. Tu as également, pour exister, on peut penser au Qatar, notamment ce qu'ils ont fait depuis 15 ans, même si c'est corrélé à une stratégie médiatique, et Al Jazeera, qui est devenu, notamment après le 11 septembre, avec cette lutte avec CNN et plein d'autres choses. Mais il y a plein d'autres pays qui font ça. On peut prendre Curaçao, par exemple. Curaçao annonce sur le maillot de l'Ajax d'Amsterdam. On peut prendre l'île Maurice, qui a acheté également certaines choses vis-à-vis du maillot de Liverpool. Donc on remarque, et la Côte d'Ivoire qui commence à le faire avec le slogan Slubim Côte d'Ivoire. Donc on voit que ça importe plusieurs pays et qu'il y a une véritable bataille. Rappelle-toi quand l'Azerbaïdjan récupère la finale d'Europa League, or un Arménien d'Arsenal, Mkhitaryan, doit y jouer, ça avait créé quelque chose. Mais en fait, l'Azerbaïdjan a toujours été très proche. Alors de la Formule 1 également, ils font d'autres choses, ils font aussi des jeux islamiques, je crois qu'ils s'étaient fait à Bakou. Mais dans le football aussi, principalement aussi à travers leur sponsor, dont j'ai perdu, c'est le nom de la compagnie d'hydrocarbures azéri, j'ai perdu là. Donc d'ailleurs, tous les présidents de fédération azéri sont issus de cette compagnie. On remarque qu'il y a beaucoup de liens à ce niveau. Donc, de par ce que ça impacte pour les gens, ça importe au chef d'État globalement. Il y en a beaucoup. Et puis il y en a qui aiment le foot aussi. Je prends comme le président français Emmanuel Macron, il aime ça. Donc il va s'investir, ou comme l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Souvent d'ailleurs c'est très mauvais quand un président aime le foot, parce qu'il va être, pour gagner, il y en a, il ferme les yeux sur beaucoup de choses. Donc à partir de là, je peux parler aussi de tous les événements type Coupe d'Afrique, etc. Les pays, c'est une carte de visite pour le pays. Quand l'Égypte accueille la Coupe d'Afrique, je ne me rappelle plus quelle année, en urgence, etc. pour remplacer, tout le monde dit, oh mais quel pays, c'est sécurité et tout. Même le Yémen, pour donner un exemple, quand ils font la Coupe du Golfe, ils la mettent dans des zones où Al-Qaïda est justement assez présent, notamment un peu dans le sud, ils l'ont pas mis à Sanaa, la capitale. Parce qu'Ali Abdullah Saleh, l'ancien président, voulait montrer qu'il contrôlait toujours le pays. Et en fait, tout se passe très très bien. Et tous les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur américain avec qui j'en ai parlé, m'a dit, en fait, ça nous a donné une fausse impression de ce qu'était le Yémen. Et quelques mois après, ça explose. Donc si tu veux, on voit le pouvoir politique de ce football-là. Donc ça intéresse les plus grandes marques, ça intéresse les chefs d'État. Je rappelle que Gianni Infantino est au G20 à chaque fois. Gianni Infantino est le président de la FIFA. Depuis que Mauricio Macri, ancien président de l'Argentine, l'a invité, sachant que Macri est un ancien président de club de football, Boca Juniors, l'un des clubs les plus populaires d'Argentine. Ensuite, il est arrivé à la Casa Rosada. Il a essayé de briguer un deuxième mandat, il n'a pas été élu. Et qu'est-ce qui s'est fait lorsqu'il a perdu les élections? Il a été récupéré par la FIFA. Et le souhait aussi de Gianni Infantino, à terme, c'est évidemment le prix Nobel de la paix et d'être secrétaire général des Nations Unies. D'ailleurs, il avait pris quelqu'un des Nations Unies, Fatma Samoura, pour être la secrétaire générale de la FIFA. Donc il y a une politisation extrême et de plus en plus grande. On remarque même, par exemple, on peut parler aussi du CO, c'est pareil. Mais tu prends par exemple la Coupe du Monde 2018. Poutine va donner une décoration spéciale à Gianni Infantino, comme il l'avait fait à Thomas Bach, le président du CO, après les Jeux de Sochi. D'ailleurs, c'est marrant aujourd'hui, c'est pour ça que quand j'entends les Russes c'est pas bien, alors que les mecs ils ont mangé à la gamelle des oligarques russes du sport pendant 20 ans, t'as envie de rigoler un petit peu quand même. Donc il n'y a pas que le football, mais le football, de par la masse que ça représente, c'est exceptionnel en termes d'impact. Donc c'est pour ça qu'en fait tout le monde est dessus. Si c'était pas autant regardé, t'aurais pas ça. C'est pas tellement pour la finance. Et après le problème c'est qu'en fait on laisse tout passer au foot, parce qu'on touche pas le football. Le problème il est là, c'est que souvent les États ont peur aussi de la FIFA, d'une suspension. T'as des États comme la Pologne à l'époque, je crois que c'est 2008, parce qu'ils ont commencé à vouloir enquêter sur la Fédé, ils se sont fait menacer. Si vous menacez, ah oui, ils appellent ça l'influence tiers, ils appellent ça l'ingérence politique. Parce que la FIFA ne reconnaît pas tellement les tribunaux civils. Ben, ils disent que c'est une ingérence politique, hein. Le Brésil se sont fait menacer il y a pas longtemps. Alors évidemment, souvent ils menacent en Afrique et en Asie, tu vois. Type le Tchad, Djibouti, etc. et tout. Je vais te donner un exemple le plus concret. Parce que les gens s'en foutent, mais en fait c'est très révélateur. À Djibouti, le président de la fédération, c'est monsieur Waberi. Bon. Il y a quelques années, le gouvernement commence à en avoir marre de la gestion. A raison. Et ils ont commencé à faire une espèce d'audit enquête. Waberi, qu'est-ce qu'il fait en apprenant ça? Il alerte la FIFA. Là, la FIFA, elle arrive avec la trompette. Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, lettre officielle. Oui, on a appris, etc. Elle demande une visite officielle et d'être reçue par les plus hautes autorités du pays. Ils sont venus, ils se sont fait 3 jours à Djibouti. C'était jamais allé, hein. Elle était là, elle a été reçue par pas mal de monde, également par le premier, je crois. Et elle a demandé, ouais, mais il faut mettre plus d'investissement, hein. En gros, elle a fait comprendre, ok, on est là, mais on surveille.
Donc l'État a eu peur d'une suspension parce qu'ils voulaient pas ça. Parce que si tu dis que t'as plus d'équipe nationale, plus de foot, etc., ils ont peur en fait du mécontentement des gens. Donc en fait, c'est un peu Hiroshima, c'est la bombe atomique pour eux, la FIFA, ça, l'ingérence. Alors t'as des pays, le Zimbabwe, ils ont dit ouais, suspendez-nous. Hein. Le Tchad, à un moment donné, ils ont dit suspendez-nous. Il y en a d'autres, ils ont très peur, tu vois, donc ils osent pas. Le Pakistan aussi avait été suspendu notamment, et il y a d'autres pays. Et donc Djibouti, pour l'anecdote, donc ça lui a donné un sursis. Et là, il y a quelques mois de ça, il est sous enquête pour de potentiels blanchiments, détournements, etc. de deniers publics. Et il y a un audit qui a été réalisé finalement par le ministère, mais qui est effarant. Le cash qui circule, tu te dis à Djibouti, dans le football djiboutien, il y a du cash de partout, des impayés. Enfin, il y a énormément de soucis. Donc il y a 5 personnes qui ont été arrêtées en attente de la finalisation de l'enquête. Lui, il s'est débrouillé pour être élu sans opposant encore une fois. Tranquille. Alors c'est noté dans les statuts, mais la commission électorale, donc c'est en gros la commission électorale, c'est celle qui va valider le profil des candidats. T'as pas le droit d'avoir un membre de ta famille ou quelqu'un qui a un lien d'alliance. Bon, il y a son cousin et le cousin de sa femme, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Donc la FIFA le sait, mais faut rien dire. Et donc là, je sais pas ce que va faire la justice djiboutienne, ça c'est intéressant. Mais tu as un mec donc que la FIFA soutient pleinement, qui est sous enquête pour blanchiment, etc. Pour le moment, il a sa présomption d'innocence évidemment, mais l'audit pose question. Et je rappelle qu'au Mali, ça fait 1 an et demi que le président de la fédération, qui est membre du conseil de la FIFA, Monsieur Bavieux Touré, est en prison. Et la FIFA le soutient pleinement et a menacé le gouvernement malien en disant hey, pas d'ingérence politique. Hein. Alors ils ont dit mais il n'y a pas d'ingérence, c'est pour ce qu'on lui reproche à l'Assemblée nationale à l'époque. Donc tu comprends que la FIFA c'est un peu à la carte évidemment, parce que quand la Chine par contre regardez les affaires de la Fédé et que tout le monde a terminé au trou dans le problème de la Fédé, bon là ils ont pas menacé la Chine par contre. Bizarrement, je vois bien Poutine à Xi Jinping, bon alors non, là ils ont pas osé. Mais tu vois c'est marrant quand même. Djibouti oui, la Chine non. Est-ce que dans toute cette grande économie que représente le football, quelle est la place? Est-ce qu'elle a une place aussi importante? C'est les paris sportifs. Est-ce qu'ils ont une place importante? Non seulement c'est énorme, également au niveau médiatique, parce que la plupart des médias aujourd'hui sont financés et sponsorisés par ça. Oui. Sauf moi. Mais parce qu'ils offrent beaucoup. Et toi, c'est pas ton truc, les partenariats. J'ai jamais fait. Ok. Mais bon, ça n'empêche pas l'équipe de m'appeler influenceur. Tu pour vois. garder une certaine indépendance ou par... Jamais de la vie, je suis pas un homme sandwich. Je me vois bien dire aux gens, bah oui, alors aujourd'hui, j'ai un... Regardez, non, là, tu vois, j'aurais dû avoir un t-shirt Bugs Bunny et j'aurais dû proposer un t-shirt Bugs Bunny. Le seul placement de produit à la rigueur que j'aurais fait, mais je le ferais 0 pour moi, c'est parce que je suis fan du jeu Yu-Gi-Oh! Si Konami me contacte pour ça, à la rigueur, je veux bien. S'il me prête un t-shirt, là, je veux bien. Parce que j'aime ça. Non, plus sérieusement, puis je le ferais sur le temps de l'humour, tu vois. Non, jamais je ferais ça. On va proposer de l'argent de partout, mais c'est pas mon truc. Quelle crédibilité j'aurais? Je suis pas un homme sandwich, comme je le répète. J'ai rien à vendre, moi, aux gens. Par contre, on le voit que c'est de plus en plus. Le cas avec les paris sportifs. À fond. Mais pas que dans le milieu du football. Ah, mais partout. Mais le problème que t'as, en fait, c'est pas tellement le gars, tu vois, ou la femme qui va jouer de temps en temps, qui a envie de se faire plaisir, tu vois. Le problème, déjà, c'est l'addiction de plein de gens qui terminent des fois ruinés. Ouais. Et comment certaines campagnes vont cibler certaines populations, notamment en France, dans les quartiers. Ouais. Et souvent, ça va conduire au désespoir et il faut se poser la question, hein, si les paris sportifs mettent autant d'argent dans les annonces, c'est qu'ils sont pas perdants. Ils sont gagnants. Ouais. Et puis surtout, derrière, en fait, c'est plus il y a de paris, donc plus le volume est important, plus ça va permettre du blanchiment. Je m'explique. C'est-à-dire que, et ça, encore une fois, la personne qui parie de temps en temps son match, par exemple, il va dire non, mais Vaslan Breivort va gagner ce week-end. Daines va, non, mais Daines, il n'y a plus de club dans ce. Mais tu vois, ou Anderlecht, j'en sais rien. Ils gênent pas. Mais le problème, en fait, c'est que plus il y en a, derrière, t'as tout ce qu'on appelle les triades asiatiques, qui sont liées à ça, qui en fait, plus il y a des volumes gros, plus ils peuvent mettre de l'argent. Il n'y a pas eu un truc à la Louvière Ah, bah, bien sûr, à l'époque, à la Louvière. Oui, bah, évidemment. C'est ça. C'était il y a 15-20 ans. Ah, ouais. Un désastre, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas tellement appris certaines leçons, même si le football belge est quand même bien moins sale qu'auparavant. Maintenant, c'est son voisin français qui prend la palme. En fait, les paris. Ça nous arrange. Les paris sont souvent liés aux matchs truqués. Ou aux actions truquées. Je prends un carton. Il y a plein de choses impossibles, tu vois, comme ça. Et en fait, en Asie, c'est le pari c'est le paradis du match fixing, comme on dit. Et en fait, à déterminaison avec des marchés qu'on appelle illégaux, c'est-à-dire des pays où en fait c'est pas autorisé. C'est un peu clandestin, si tu veux. C'est pas genre je descends dans le trip ou non, en fait, c'est dans les pays où en fait légalement, normalement, c'est pas autorisé. Et en fait, plus tu as un volume grand, plus tu peux mettre de l'argent. Et c'est souvent pour blanchir, etc. et tout. Et ce sont des réseaux absolument terribles. Et en fait, c'est in fine le bout, quoi. Parce que plus tu as de l'argent dans les paris sportifs, plus tu peux mettre de l'argent pour blanchir et autres. Donc le problème, il est là aussi, quoi. Et moi, sur quoi j'essaye de me battre, c'est qu'en fait, derrière, les gens le voient pas et c'est normal. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que la face cachée de tout ça, c'est les matchs truqués, qui existent aussi en Europe. Il y a des alertes, etc. Mais c'est tellement pas transparent. Enfin, je veux dire, on a Sport Radar qui a le contrat, par exemple, de diligence, de data, de ce que tu veux. Tu lis leur rapport, ils te disent, ah, c'est en augmentation chaque année. Hein. Oui, mais c'est quel match? Ah non, c'est pas.
Enfin, ils savent, mais ils te le disent pas. Il n'y a jamais vraiment de sanctions. Alors, il y a eu des sanctions en Europe. Hein. Tu prends le club de Skanderborg en Albanie qui avait été banni. Pareil. Je crois que le circuit des matchs truqués là-bas, et des paris, passait par l'ancien ministre des Finances. C'est beau! Oh, mais c'est propre, on est d'accord. Et je crois que l'UEFA avait mis, oui, bon, on a été menacé de mort et tout. En même temps, les pays de l'Est, j'ai un pote qui est en Serbie, je t'assure que c'est vrai. Il me dit aujourd'hui 2-0 pour telle équipe. 2-0 pour telle équipe. Pendant des deux. Mais bon, c'est la Serbie, c'est l'Albanie, le Kosovo pas mal aussi, on est pas mal. Monténégro aussi. Enfin, il y a beaucoup de folklore dans les pays de l'Est, hein, je vais pas non plus le cacher. Mais pas que, hein, tu vas en Asie, je te dis, c'est de la folie. Et en fait, ils vont attaquer aussi certaines zones. On appelait ça, et ça c'est un truc que j'aimerais faire un jour, on appelait ça de syndicate. On pourrait en faire une série, là, je te jure. Et en fait, c'était le nom du plus gros conglomérat de matchs truqués au monde. Et de syndicate opérait jusqu'en Amérique centrale, Salvador, Honduras, Guatemala notamment, Panama également, Costa Rica, Afrique, Zimbabwe et d'autres, en passant par l'Europe en division inférieure italienne et tout. Et en fait, ils avaient un mec qui s'appelait Dan Tan, un Singapourien, et Wilson Perujmal, qui avait plusieurs identités et tout. Tu avais le FBI, Interpol à leur trousse. Et en fait, in fine, c'est lié au pari aussi. Pour en revenir à la thématique peut-être un peu avant, je sais pas si tu as vu, mais Freeze Corleone, c'est un rappeur, qui a parlé de toi dans un de ses titres, et il a dit, je cite, fuck tous les réseaux pédos comme Molina. Déjà, comment tu l'as reçu cette line? Et c'est quoi le rapport que tu as avec le rap en général? Alors, je te fais rire. Je connais rien en rap. Okay. Je connais rien. Je savais pas qui c'était. Okay. Et mon pote David, qui est au Canada, il me dit, bro, Freeze, il a parlé de toi. Je lui dis, c'est qui? Je connais pas. Et après, il m'a écrit Freeze Corleone. Donc, on a parlé un peu, si tu veux. Très gentil. Mais il y a d'autres gars, je crois. Dooms. Osiris Jack. Osiris Jack, c'est un ami de Freeze. Ouais. Je connais pas. Ouais. Et au Gabon, j'ai une chanson à mon nom. C'est vrai? Tu peux taper. Incroyable. Un activiste gabonais, rappeur qui est exilé, il a fait une chanson Romain Molina. Et je crois qu'il y a une deuxième chanson gabonaise qui parle de moi. Donc les mecs, je les ai tous remerciés, tu vois, c'est quand même touchant. Bon, rap, je connais rien. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, tu me parles, je connais rien. Mais par contre, mes potes, ouais. Donc non, ça m'a... En plus, surtout, tu vois, la phrase, je la trouve pas être très significative. Ça m'a touché. Parce que ça veut dire aussi que sur ce combat-là, tu vois. Bien sûr. Très gentil en tout cas. On en a parlé tu vois un peu. Moi, je les connais pas les mecs, tu vois, j'y connais rien. Vous avez parlé de Moi, je faisais de la musique électronique quand j'étais petit, de la MAO, mais qui était par ordinateur. Et l'un de mes potes, c'est Madeon. Ok. Madeon qui lui est connu par contre. Ok. Madeon, oui, Madeon, je l'ai connu quand il a commencé. C'était Dimon à l'époque. S'il écoute, il va connaître. Hein. T'inquiète pas. Et on a reparlé, tu vois, ça fait des années, mais moi je l'ai connu quand il avait 12-13 ans, il était à Nantes. C'est un génie. Ça a toujours été un génie. Donc ça, je peux te parler davantage. Le rap, néanmoins, je trouve qu'MC Solar est un parolier exceptionnel. Ça, il y a des trucs, tu vois, tu vois, gangster moderne, je trouve que c'est d'une profondeur et d'une réalité terrible. Mais il y a des phrases magnifiques, comme Armand est mort, si je dis pas de bêtises, sévère 100 son corps. Tu vois, il y a plein de choses que tu ne te rends pas compte, et ça, par contre, je suis fan. Ramener la coupe à la maison. Non, ça, Reggie Dream. Ramener la coupe à la maison. Parle-moi de Shadé, à la rigueur, ça, je peux connaître. Tu vois, un truc un peu jazzy, etc. Ça, parce que quand j'écris, j'écoute ça. Mais non, c'est le seul truc de rap que je connais, que je pourrais te dire, c'est MC Solar. Je te disais ça aussi parce que le rap et le foot sont quand même très cristallisés dans les quartiers populaires. Ça a été un peu les deux issues quand on parlait de réussite au quartier. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre ces deux mondes-là? Je connais pas en fait, si tu veux, assez bien le milieu du rap. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui me suivent. Seth Gecko aussi. Parce que j'ai plein s'il m'a déjà écrit en privé. Et je sais que Black M me suit. Parce que j'ai un pote qui était avec lui et d'autres Guinéens. Ils ont parlé de moi et il leur a dit. Moi, je le connais pas, tu vois, je lui ai jamais parlé. Et pareil, il me dit Black M. Moi, je lui ai dit, mais c'est qui? Je connais pas. Hier, j'ai fait encore une connerie parce que je me suis trompé. Défenseur de lance, un agent me l'appelait Damso. Et alors, c'est Damso. Et moi, j'ai dit Damso. Et un mec, il me dit comme le rappeur. Et moi, comme un imbécile, je savais même pas qui c'était. Pour te dire à quel point j'ai aucune connaissance, mais même de tout ce qui est entre guillemets connu, genre la modernité et tout, je suis une buse. Okay. Je suis un ermite. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de points en commun. Et que c'est dur, tu vois, aussi. À la rigueur, je connais plus certains producteurs de rap, tu vois. Okay. J'avais des gens en commun avec le regretté DJ Mehdi, par exemple. En termes de prod. Incroyable. Jimmy J et d'autres. Ça, à la rigueur, je pourrais plus connaître parce que de fait, tu vois, que j'ai fait de la MAO et tout. Mais le reste, je sais pas trop. Après, je pense pas que c'est que le rap en général. Je pense que c'est la musique en général. Je pense que ça dépasse le cadre du rap. Par contre, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi on voulait forcément enfermer notamment les gens des quartiers dans le rap uniquement. Alors que par exemple, si on va plus loin sur la musique, et encore une fois, je te dis ça en profane que je suis. Hein. Mais parce que dans les quartiers, allez, on va dire quoi? Parce que les gens, c'est cliché.
T'as beaucoup de mecs d'origine africaine, subsaharienne ou maghrébine, etc. et tout, donc on les enferme là-dedans. Mais ce qui me tue, c'est que quand même les origines, entre guillemets, des gens qui sont là-bas, excuse-moi, il y a plein d'autres styles, hein, pas que ça, hein. On pourrait parler de toutes les influences jazzy, etc., afro-américaines, enfin, tu vois. Il y a plein d'autres styles. Donc ça, j'ai jamais compris pourquoi on veut enfermer les gens dans des trucs comme ça. Et voilà, il y en a, je comprends, c'est pas leur truc, le rap, etc. et tout. Moi, je n'ai pas d'avis en particulier. Je pense que c'est dur, par contre. Beaucoup plus dur qu'on le croit. Et que l'industrie, je la connais pas, mais que elle mériterait, j'imagine, d'être dévoilée. Tu avais parlé vite fait du Qatar, justement. Il y a une guerre d'influence d'Arabie Saoudite, du Qatar aussi. Les Émirats surtout. Les Émirats qui semblent redéfinir un peu les enjeux géopolitiques dans le football. Jusqu'où ces rivalités ou ce soft power peut influencer la gouvernance du football? Bah, le problème, c'est que tu as affaire à des courtisanes. Elles se donnent uniquement aux plus offrants. Je parle de la FIFA. Mais le CIO, c'est pareil. Donc là, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de faire une razzia sur l'e-sport, qui est une des plus grandes mafias du monde, l'e-sport. Pourquoi? Rien contre les gens de l'e-sport. Le nombre de trucs truqués dans l'e-sport, on en parlait de trucs truqués. J'ai été alerté il y a plus d'1 an et demi. J'ai promis un jour que je ferai un dossier sur l'e-sport, donc j'ai un peu avancé. C'est n'importe quoi. Se fout de la gueule des gens qui suivent ça, c'est terrible. T'as des gens très bien, mais alors t'en as d'autres, c'est vraiment une crapulerie terrible. Donc tu as aussi vis-à-vis des sports de combat, l'Arabie Saoudite est en train de récupérer quelque chose. Évidemment le Grand Prix de Formule 1. Mais si tu regardes, à la base c'est le Bahreïn qui l'a. Puis ensuite ils ont tous voulu le Grand Prix. Les Émirats, etc. et tout. Le Qatar avait le Grand Prix moto aussi. Et c'est pareil pour l'art. Hein. Ils veulent tous le meilleur musée. Donc là t'as le musée du Louvre à Abu Dhabi notamment qui a été ouvert en grande pompe aux Émirats. T'as le musée en rose des sables qui est à Doha. C'est assez magnifique, c'est vrai quand tu le vois de l'extérieur. En Arabie ils veulent faire pareil et tout. C'est toujours pareil. Je veux la plus grande tour, je veux si. On est malheureusement sur du mimétisme qui est un concours de poil pubien à la récréation quand t'as 10 ans. Malheureusement, c'est ça, c'est beaucoup d'ego et de vanité, c'est un peu triste. Maintenant, dans le football mondial, le Qatar ayant eu cette Coupe du Monde, les Saoudiens l'ont toujours pas accepté parce que c'est le premier pays arabe à l'avoir eu. Et c'est vrai que là, pour le coup, à la base, ça aurait dû être le Maroc 2010, mais bon, ils se font avoir par l'Afrique du Sud à la fin pour des trucs pas super clean, on va dire ça comme ça. Et donc maintenant, ils la veulent, donc ils l'auront en 2034. Pareil pour les Jeux Olympiques, enfin, c'est gros qu'il y a la plus grosse. Et vu que les institutions sportives, elles adorent ça, bon. Puis en plus, elles adorent les régimes, on va dire, autoritaires. Pour une raison particulière? Parce qu'ils ont ce qu'ils veulent. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Ils vont te dire, ouais, c'est magnifique. Puis souvent, la FIFA, le CIO, ce sont des VRP pour tout ça. Hein. Regarde le Rwanda, hein. Alors, l'Azerbaïdjan. Et même, peut-on parler de l'ancien président ouzbek, monsieur Kerimov, qui recevait la visite du CO, qui disait, bah attendez, il distribuait des t-shirts pour la jeunesse ouzbek, etc. C'est exceptionnel. Quand tu connais un petit peu, je pense que tu connais un petit peu, l'histoire de l'Ouzbékistan de l'ancien président, tu peux difficilement aller faire le VRP pour dire que c'est magnifique ce qui se passe en Ouzbékistan. Ça se fout de la gueule du monde. Et des gens qui malheureusement ne sont plus là. Et tu peux regarder, tu retrouveras dans les archives qu'à l'époque, on a eu la visite de Thomas Bach, l'ancien président du CIO, avec Kerimov, et te dire que c'est magnifique. Donc en fait, ce sont des VRP aussi, parce qu'ils aiment aussi les honneurs. Tu sais, ils reçoivent des médailles et tout. Infantino, pour la FIFA, il adore qu'on lui mette le tapis rouge. Mais vraiment, il adore ça, il vit pour ça. Mes amis, comme il dit, il avait dit comme ça à Bangui. Mes amis, tout le monde le sait, le football est la chose la plus importante du monde. Donc Bangui est la capitale du monde aujourd'hui, parce que la FIFA est à Bangui. Donc tu imagines le mec s'en prend pour le président du monde. Il le dit. Les gens peuvent retrouver l'interview. Parce qu'il venait d'être décoré par le Premier ministre, je crois, à l'époque. Mais c'était une distinction que Faustin Archange Touadéra, le président africain, lui avait accordée. Donc voilà, ils adorent ça aussi. Donc, alors là, je te parle pas d'un régime comme Kerimov non plus. Donc, t'as cette connexion. Et dans le golf, c'est pire que ça. Parce qu'il y a l'argent en plus. Là, par exemple, tous les projets délirants de la FIFA, ils attendent que les Saoudiens le financent. Parce que les Saoudiens, ils sont en train de freiner les cas de fer dans leur Coupe du Monde. Puis ils font plein d'autres choses. Il y aura les Jeux d'Asie, les Jeux d'hiver. Mais tu me diras, je m'inquiète parce que l'Arabie Saoudite, attention, hein, parce que dès qu'ils annoncent un grand projet, ils se terminent jamais. Hein. Neom, là, j'attends de voir la fin. Mais tu penses que c'est une bonne... Parce que l'Arabie Saoudite, finalement... C'est un vrai pays de foot. Ils sont en train de se dire, bon, le pétrole, il n'est pas infini, on va essayer d'accroître le tourisme. Moi, je vois pas comment ils gagnent de l'argent en mettant autant d'argent pour ça. Est-ce que ça leur sert Non. Bah, par exemple, ce qu'ils ont fait dans le foot, c'est une catastrophe. De leur équipe nationale est catastrophique cette année d'ailleurs. Ok. C'est une cata, les résultats à tous les niveaux. Là, ils ont fait une Coupe du Golfe horrible. Horrible. Ils ont perdu, c'était contre le Bahreïn qu'ils ont perdu, d'ailleurs qui gagnera cette Coupe du Golfe, c'était organisé au Koweït. Coupe d'Asie, horrible. Alors les clubs ça va, mais il y a beaucoup d'impayés, de dettes. Enfin c'est un cirque où ils ont perdu énormément d'argent, ils se sont fait escroquer, énormément de corruption. Au lieu de bien faire les choses, ils ont bu trop vite. C'est dommage.
Maintenant, oui, ils sont en train de développer le tourisme parce qu'ils ont des choses historiquement, attention. Plus évidemment les lieux saints. Parce que c'est un pays qui, honnêtement, doit avoir des choses incroyables. Ça, j'en doute absolument pas. Et les gens sont vraiment cool. Ce que les gens oublient quand même déjà, c'est qu'en Arabie Saoudite, t'as des pauvres. Saoudiens. Pauvres. Et pas uniquement, évidemment, dans certains coins plus chiites, mais pas que. T'as des coins très pauvres en Arabie. Et t'as aujourd'hui quand même, on va dire j'allais dire la rente. On va dire tous ces princes qui sont gavés sur le pays, ça veut pas durer ad vitam aeternam, ça c'est certain. Donc eux, ils veulent dire le sport, etc. et tout. Il y a beaucoup d'ego aussi derrière. Hein. Après, t'as des choses qui marchent pas trop mal. Pour l'automobile. Mais parce que le ministère des Sports, le ministre des Sports, ça va, et puis les gens autour, ça va. Maintenant, ils sont en train de développer niveau tourisme, et je ne doute pas que ça va devenir une destination, même si à un moment donné, tu as des contraintes aussi géographiques, et le temps. Parce que bon, à un moment donné, température ici et là, alors je veux bien, il y a plein de choses, mais cette guéguerre, comme tu dis, elle se voit dans les droits TV. Par exemple, on parlait de la Coupe du Golfe, ça concerne que les pays du Golfe et l'Irak. Mais les gens se battent pour les droits TV, à coups de millions, pour rien. On va dire, j'ai eu. Donc, tu avais une guerre entre les Émirats, le Qatar et tout. Maintenant, le vrai sujet central, plus que le sport, c'est les médias. Le vrai sujet central, c'est ça. Parce que les Saoudiens, notamment lors du blocus, et c'était l'une des demandes, c'était vis-à-vis d'Al Jazeera. Sachant que chacun a son truc, c'est à l'Arabia et tout ça. Ça dépasse le sport, mais c'est avant tout une histoire d'ego. Maintenant, diversification des revenus, je suis d'accord, ça peut être bien, mais pour avoir travaillé et parler à des gens qui sont dans le foot saoudien, ils ont dépensé beaucoup à tort à travers. Notamment pour des choses complètement lunaires, des mecs qui sont foutus de leur gueule. Donc voilà, après tu me diras, ils peuvent se le permettre, mais c'est pas avec ça qu'ils vont diversifier leurs revenus. Là où ils vont diversifier leurs revenus, c'est le souhait de Ben Salman, le prince héritier, c'est d'amener les grandes entreprises de technologie en Arabie Saoudite. C'est ça. Lui, il est fasciné par ça, pas par le sport. Sauf qu'il y a des gens autour de la famille royale, on peut penser à Turki Al-Shir, qui est d'ailleurs aussi un chansonnier, Turki Al-Shir, qui a le club d'Almeria, etc., qui était ancien ministre des Sports aussi, de la prestigieuse famille Al-Shir. Lui, par exemple, le sport, c'est son truc, mais c'est aussi un chansonnier. D'ailleurs, c'était marrant, il a fait une chanson de pop. Enfin, il l'avait écrite et il disait oui, en parlant des Qataris qui mettaient des couteaux dans le dos des Saoudiens, etc. et tout. Bon, il y aura toujours ces rivalités-là, évidemment. Maintenant, par exemple, pour le Bahreïn, on parle de tourisme, le circuit de Formule 1 a été énorme pour eux. Ça les a vraiment mis sur la carte, etc. Et chaque année, c'est un véritable event. Sachant que tu fais du business aussi à travers la Formule 1. Donc là, pour le coup, ça avait vraiment, vraiment fait du bien à l'économie du Bahreïn, de ce que je sais quand j'y étais. J'avais parlé avec des gens qui travaillaient sur le circuit. Et c'est ce qu'on m'avait dit. Est-ce que, justement, ces dernières années, la venue des joueurs qui soient proches de la retraite, comme Cristiano Ronaldo, des Neymar ou autres, ou Kanté et tout ça en Arabie Saoudite, est-ce que ça va rester anecdotique ou est-ce que ça risque... Là, ils veulent Vinicius aujourd'hui, star du Real. Ils le veulent à tout prix. Parce qu'il y a aussi un argument, par exemple Benzema quand il est venu là-bas, son argument aussi de dire, ok, c'est un championnat en développement, mais aussi ça correspond à mes valeurs morales de vivre dans ce genre de pays. Surtout que... Bon après, si quelqu'un a envie d'aller en Arabie, tu vois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a certains... Pour la religion. Parce que Benzema, par exemple, si... Pour le pèlerinage, etc. et tout, je peux comprendre, hein, tu vois. Et tu vois, un mec comme N'Golo Kanté, j'ai pas été choqué qu'il aille en Arabie. Ouais. Et il y en a que je connais, tu vois, qui ont envie de jouer aussi dans un pays musulman. Ils sont musulmans, qu'ils ont envie à ce niveau-là. Bah, très bien. Puis il y en a d'autres qui ont envie, je vais te dire, il y en a d'autres qui veulent aller dans le Golfe tranquille parce qu'ils disent sécurité est nickel, cadre de vie... Alors après, ça dépend où t'es en Arabie. Hein. Parce que par exemple, ceux qui sont à Daman, ils sont en Bahreïn en fait, ils habitent. Ceux qui sont à Jeddah ou Riyad, je pense que ça va. Et encore, Jeddah, ils vont te dire, bon, je pense quand même que ça va. Et t'as pas que Riyad et Jeddah en Arabie. Hein. T'as des villes moins développées, enfin, peut-être plus conservatrices. Et voilà, après, ça dépend de chacun. Puis il y en a certains, ils y vont juste pour l'argent. Maintenant, ce qui a toujours été noté, c'est que même auparavant, avant l'arrivée de ces joueurs-là, il y avait déjà des joueurs étrangers. Et bien souvent, ils faisaient un clip pour le ministère du Tourisme. Avec les femmes de joueurs, notamment les Sud-Américains. Ils ont toujours eu des Brésiliens, des Argentins. Par exemple, un mec comme Ever Banega qui était à Séville, il était allé à Al-Shabaab quelques années auparavant. C'est un sacré joueur, Banega par exemple. Ouais. Et pas que. Maintenant, tu as des très gros clubs en Arabie. Al Hilal étant le plus gros, plus fonctionné. Tu as Al Nassr qui s'est beaucoup professionnalisé avec Ronaldo, qui a fait énormément au niveau du club et tout. Mais les autres, c'est quand même pas. Tu vois, l'Etihad, c'est un club qui a toujours été club à Benzema dans les dettes, dans des soucis. Enfin, bon, et tu as aussi Al Ahly, qui a des 4 grands clubs, mais après, tu en as d'autres. Hein. On parle d'Al-Shabaab, on parle d'Al-Tifaq. Bon, les influences sont pas spécialement augmentées, au contraire. Et en Arabie, tu as beaucoup de critiques parce qu'en fait, l'équipe nationale est pas bonne. Et beaucoup te disent que ça n'aide pas les joueurs saoudiens. Donc après, il faut trouver un juste milieu. Et le problème, c'est de dire, est-ce que ça va durer dans le temps? Le problème, c'est que d'un coup, on dit, on fait ça, après, on sait pas. C'est le problème, malheureusement, de l'Arabie, c'est que l'idée du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Pourquoi ça me permettre une transition? C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple en France, il y a énormément de joueurs français de confession musulmane. Ouais. Et que
ce débat autour de, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un débat tout le temps, c'est par exemple le jeûne qui a été refusé pendant le mois du Ramadan, Ah etc., ouais. etc. On faisait la chasse au ramadan. C'est ça. Exceptionnel. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un décalage entre une réalité et un espèce de manque d'adaptation, d'accommodement Non, mais raisonnable? en plus, c'est qu'avant, on n'en parlait pas. C'est-à-dire, Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas ce sujet-là. c'est vrai. Maintenant, c'est devenu. Je veux dire, la Fédération française de foot a mis des pressions, enfin, fait comprendre, mais je sais que c'est gouvernemental, pas de ramadan. Ils n'avaient jamais fait ça. Hein. Et au contraire, tu as l'Angleterre qui adapte de plus en plus. Et la plupart des clubs, hein. Je te donne un exemple. Là-bas, j'habitais en Écosse. Et j'avais interrogé Bilal Mosni, international tunisien, qui joue aux Rangers. Donc, je parle pas d'un petit club. Il me dit donc période de Ramadan et tout. Il me dit, moi, je voulais pas gêner, tu vois. J'ai mon truc de mon côté, j'allais pas gêner et tout. Il me dit, c'est le club qui est venu. Il me dit, on était 2 musulmans. On faisait besoin de quoi à quelle heure on se lève, etc. Et tout, notamment, tu sais. Il me dit, Romain, il prépare et tout. Il me dit, le seul truc qu'il regardait, c'était ton hydratation. Parce qu'il voulait pas que tu prennes de risques pour ta santé et tout, c'est normal. J'en parlais aussi avec Adlen Guedjoura, qui est international algérien et tout. T'es à Londres. Il me dit, mais Romain, il me dit, quand j'étais en Angleterre, il me dit, parce que là, il me dit, et en fait, il y avait des mecs qui s'étaient convertis assez tard, qui avaient jamais fait le ramadan avant. Il leur a dit, hé, tu l'as jamais fait avant. Tu peux pas le faire comme moi je vais le faire, parce qu'il me dit, moi je suis peut-être plus petit. Tu vas le faire là, tu vas tenir 3 jours, 4e, tu vas tomber. Surtout si ça tombe en été, etc. Et tout. Et il me dit, le problème, il me dit, c'est que moi je savais. Il y a des mecs qui s'étaient tout contents qu'il y ait des convertis qui le fassent, parce que certains ne vont pas tenir tout de suite. Ils vont peut-être pas être au plein niveau, ce qui est normal, ton corps il est pas du tout habitué. Et t'as des mecs qui vont dire, vous avez vu, faut faire le ramadan, faut faire le ramadan. Il y en a qui allaient s'en servir, tu vois, je trouve ça immonde. Donc il me dit, mais les clubs ils t'adaptent. Il me dit, puis t'en as très bien qui le jour de match, il y en a ils le font pas, tu vois. Enfin, après ça dépend. C'est aussi le choix de chacun. Mais les clubs, notamment britanniques, ils ont toujours respecté ça, tu vois. Et ça se passe très bien. Et il me dit en plus, quand t'as un coach chez un club qui respecte ta foi, il me dit, si t'es mauvais, c'est ta faute à toi. Tu vas sur le banc. Par contre, t'as envie de te déchirer pour eux. Parce que en tant qu'homme, t'es respecté. Quand t'as des clubs en France notamment qui surregardaient les plateaux repas pour voir si tu mangeais ou pas, mais on est où? Surtout qu'en plus, c'est quand même un pays qui est censé avoir une liberté de culte. Mais comment t'expliques ça? Comment t'expliques cette obsession? C'est peut-être un grand Mais terme. c'est une obsession. Putain, la Fédé française a vraiment fait la chasse à ça. Et après, le pire, alors là, vraiment, par contre, il y a des imbéciles quand même dans le groupe de France Jeune, c'est que t'as un coach qui avait laissé ses joueurs faire le ramadan. Donc, ils étaient en concentration. Je crois que c'est les espoirs. Et les gars, donc il y a un cuisinier qui se lève à telle heure, tu sais, pour préparer et tout. Les mecs sont pas venus. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Pourquoi? Ouais, non, je sais pas quoi et tout. Alors que le coach s'était mis, tu vois. Et après, les mecs voulaient faire déplacer 1 heure de séance tactique parce qu'ils, soi-disant, ils dormaient. Là, c'est autre chose, là. Là, moi, je leur dis, et je sais qu'il y en a qui leur ont dit, mais les gars, vous avez fait quoi? Le coach et les mecs, ils se débrouillent pour vous, vous venez pas? Bah, dors. Là, tu vois, moi, honnêtement, je serais coach, je serais super énervé. Je me dis, mais que tu aies tes croyances, c'est normal. Et on va faire en sorte de t'accompagner pour que ta performance elle soit bonne. Donc, vous avez de l'hydratation, vous avez de l'alimentation, vous avez de la récupération, tout ce que tu veux. Par contre, quand il y a une séance collective de tactique, tu es là, elle est pour tout le monde. Pas la en plus, je crois qu'elle était à midi, un truc comme ça, si tu veux. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Ah ouais, mais non, on la veut. Non, ça, par contre, tu peux pas demander ça. Parce que les autres, ils ont peut-être pas forcément les mêmes croyances et pratiques que toi, tu vois. En fait, c'est une mutualité. Et ça, par exemple, c'est les 2-3 imbéciles qui ont fait ça. Après, la Fédé vont faire quoi? Ils vont se servir de ça comme exemple, tu vois. Et tous ceux, donc l'immense majorité des gens qui veulent simplement être tranquilles dans leur foi et évidemment être le plus performant possible avec ça, normalement, il doit y avoir une réciprocité vis-à-vis du club, de la fédération et tout. Mais nous, on fait pas et on va se servir à chaque fois des mauvais exemples. C'est dommage, mais il y a une hystérisation de toute façon aujourd'hui, tu vois, dans le foot français notamment, qui n'existe pas dans les autres pays. C'est assez. Alors, je sais pas en Belgique, mais en Angleterre, par exemple, c'est à l'inverse aujourd'hui. Je comprends pas. Mais, encore une fois, comme je te dis, il y a des consignes politiques aussi. Mais honnêtement, franchement. Ce que j'ai dit à un mec, je lui ai dit, attends, t'as vu l'hygiène de vie des joueurs? Les mecs, ils sont au ballon, snooze, chicha, alcool, tout ce que tu veux. Il y a des mecs qui se mettent minables la veille, ça passe. Mais un gars qui jeûne, ça va pas? Ouais, mais ça performe. Je lui dis, mais alors, le gars qui se met minable, qui est avec les ballons, parce que tu vois, ces ballons-là, ça leur pète au cerveau. Ça, c'est bon, fais pas la chasse. Ok, d'accord. Non, mais c'est ironique quand même. C'est ironique. En 98, l'équipe de France incarnée, que ce soit un mythe ou une réalité, c'est la France Black Blamber. Les publicistes, ils sont bons quand même. Est-ce que tu penses que c'est un mythe qui est un mythe ou une réalité qui est aujourd'hui dépassée par
les clivages qui, Ouais, j'ai l'impression qu'ils se dessinent en France. J'ai déjà du mal avec les slogans pubs, Ok. parce que c'est un slogan publicitaire. Il y a eu une récupération politique. Bon, on est fort en France pour la récupération politique. Ah, les Jeux Olympiques, là. Ah, On vous a offert les Jeux Olympiques. Je- Enfin, on vous a offert. Qui a offert? Ah, c'est le contribuable. D'ailleurs, j'attends de voir à quel point la note est salée, mais bon, c'est pas grave, on vous a offert les Jeux Olympiques. Je vais pas faire de commentaires. Écoute, sur le reste, moi, j'habite pas en France. Ok. Mais déjà, quand je suis parti, parce que j'habite en Angleterre, en Écosse et maintenant ici, je comprenais pas pourquoi les gens se foutaient autant sur la gueule. J'allais leur dire, mais on n'est pas avec les Maras en Honduras, hein. On va arrêter de se prendre pour je sais pas quoi, on va se calmer. On n'est pas à l'est de la RDC, on n'est pas aujourd'hui à Port-au-Prince, on n'est pas au Yémen, on n'est pas en situation de guerre normalement. T'es dans un des pays les plus développés du monde, t'as l'impression les gens, entre l'aigreur, le ci, le là, ils vont dire, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On va pas se faire la guerre pour autant. Alors peut-être que moi qui suis trop pisse, mais j'ai jamais compris ça. Ça m'a toujours choqué. Déjà à l'époque, tu sentais. Donc bon, après, écoute, je ne vais pas donner, parce que je n'habite pas en France. Mhm. Je ne compte pas habiter en France, mais je trouve ça très bête et stupide. Voilà, tout simplement. Et de tout le monde. Hein. C'est ce que mais aujourd'hui, non, dans le sport, il y a des vrais soucis. Il y a des vrais soucis. Je te dis ça aussi parce que je vais en revenir au cas de Karim Benzema. J'ai l'impression qu'il a cristallisé pas mal de choses Ouais, autour de lui. Ça, je peux penser aussi à Anelka ou à Ribéry, mais ouais, le cas. pourquoi ces joueurs cristallisent autant de tensions, qu'elles soient culturelles, sociales ou politiques? Première réponse, ça n'a rien à voir, je dirais, parce que déjà, c'est pas des balances à la presse. Tu remarques les trois que tu as cités, et tu peux rajouter Adrien Rabiot. Parce qu'un Rabiot, pareil, sale gosse, machin, Ouais, c'est ça. Hein. c'est vrai. Les quatre qui parlent pas à la presse. Pas trop, du moins. Benzema, quand il revient un peu, tu vois, on va dire qu'il y en a d'autres. Tu prends, par exemple, l'un des mecs qui a le comportement le plus discutable ces dernières équipes de France, c'est Benjamin Pavard. C'est marrant que ça ne sorte pas. C'est marrant. Voilà. Benjamin Pavard, c'est l'exemple d'un mec qui a été border sur certains trucs, vis-à-vis de son attitude à la Coupe du Monde quand il jouait pas et tout. Ça a choqué beaucoup de gens. Si ça avait été un autre, beaucoup te disaient, oulala. Est-ce que certains, en France, vont jouer sur la couleur de peau? Oui. Ok. C'est une réalité. Mais il y a une autre raison. Qui va créer ça? C'est certains journalistes. Si tu leur parles, souvent tu es tranquille. C'est triste, hein. Donc ça veut dire que si tu as une balance, ça aide. Et il y a ça aussi dans le truc. Après, il y a aussi la conception, comme tu dis, politique qui rentre en jeu, parce qu'aujourd'hui on politise tout de plus en plus. Tu prends même certains journalistes qui font les éditorialistes et mettent de la politique à ce niveau-là. Moi, si tu veux, je suis très loin de tout ça. Vis-à-vis de Benzema, après, il a pas été très malin sur certains trucs. Je veux dire, quand il faisait ses likes ou ses espèces de rébus à la Tupac, là, non mais en termes de gaminerie, on est quand même à un niveau incroyable. On parle franchement, Karim. Voilà. Au lieu de faire ça. Notamment sur Giroud, tu vois. Oh, ça, c'était limite quand même. Ça, c'était honteux. Tu vois, pas qu'ils disent, mais il y avait des likes et tout. Ouais, non, franchement, ça sert à quoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que t'as des gens, fans de Benzema, qui s'en sont pris à Giroud. Il avait rien demandé, Giroud. Giroud, je vais te dire, c'est l'un des mecs qui était le plus apprécié dans le groupe de l'équipe de France. Autant que Griezmann, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ok. Et c'est normal. Parce que l'ego est plus haut que l'Alcacaba. Non, mais je te rappelle que Griezmann fait un scandale quand il y a le retour de Benzema parce qu'on voit trop Benzema sur les visuels Twitter et pas lui. C'est un scandale. Il y a une réunion du comité exécutif de la Fédé pour ça, quand même. Moi, Giroud, il a jamais fait ça. Et Giroud, tu demandes, et je vais te dire, parce que j'ai déjà eu des très proches de Giroud, à un moment donné, il disait un truc, je peux t'assurer. On comprend pas pourquoi il tente pas Karim et moi. Et c'est vrai que même dans le groupe, certains me disaient, ça paraissait un peu logique, en fait. Mais en fait, c'était parce qu'il y avait Deschamps, et ce qu'on peut comprendre, il est basé sur Griezmann. S'il y a Griezmann, tu peux pas mettre et Karim et Giroud. Et voilà, je trouve que c'est dommage de les avoir trop opposés à un moment donné. Mets-toi, il faut que les gens se mettent, même les fans de Benzema, à la place de Giroud. À un moment donné, il a rien demandé, Giroud. Hein. Ouais. Giroud, il a fait son truc. Alors ouais, c'est pas Benzema, mais des Benzema, il n'y en a pas beaucoup, j'ai envie de te dire, depuis 20 ans. Qui se met à la table de Benzema pour dire, tu vois, Falcao Prime, avant la blessure, ok, Luis Suarez, et t'en as pas beaucoup plus en neuf, hein. J'en vois pas beaucoup plus, je parle sur les 10-15 dernières années. Mais Giroud, en termes de neuf, sur les 10 dernières années, c'est un des 20 meilleurs du monde. C'est moins fort, ok, ce que tu veux, mais c'est un super, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un super joueur. C'est peut-être, mais je te dis, c'est pas, il n'a pas été au Real Madrid, mais quand même, quand t'es titulaire, il est pas titulaire partout où il est passé. Le mec, à je sais pas quel âge, il joue encore au Milan. Je veux dire, c'est un super joueur. Bien sûr.
Et on l'a fait passer pour un tocard. Là, et je trouve que ça a été très, très dur ce qu'il a pris pour lui. Et pareil, de la presse, à un moment donné, quand on se focalisait tous sur Benzema, c'était ridicule. En plus, je vais te dire, c'est pas béni pour nous, les médias, de créer cette opposition et puis de dire voilà. Mais Benjamin Pavard, rien. Paul Pogba, rien. Parce que Paul Pogba, c'était pas toujours facile non plus. Là, je trouve ça assez incroyable, quoi. Mais ça veut en dire beaucoup de la manière dont est fait aussi ce travail-là sur le niveau de la couverture médiatique. Et puis les gens, ils aiment le sang. Ils sont des suiveurs. Mais encore une fois, je te dis, Giroud, il s'en est pris plein la gueule pour rien. Rien. Moi, une fois, je l'avais dit à des grands amis à Karim, vraiment. Je lui ai dit, mais ouais, c'est vrai, machin, si, ça. Après, il était pas content de certains trucs. Mais mets-toi à la place de Giroud à un moment donné, tu dois te dire, mais le mec, là, il a des trucs, je sais pas quoi. Et comment tu veux que le mec, il le prenne bien? C'est normal. On serait tous énervés. Mais après, le gars, quand Benzema il est revenu, Giroud il a fait aucun problème et il s'est même pas mis compte. Donc je trouve ça dommage parce que tu avais un crack mondial et un très bon attaquant. Et au lieu de se dire, la France a de la chance d'avoir ces deux mecs-là, tu les opposes. C'est débile. C'est débile. Et en plus, je te dis, même sportivement, je pense que beaucoup auraient aimé voir les deux. Parce que je pense que Benzema, il aurait été content d'avoir un neuf qui prend de la place aussi, tu vois. Donc je trouve que c'est stupide d'opposer les gens. On oppose trop les gens pour rien. Même en général. Pour finir peut-être avec le cas de Benzema, il y a aussi un truc, disons des espèces de militants qui faisaient des analyses sur ça et disaient... Ah, tu parles des mecs s'ils chantaient pas la Marseillaise, si voilà, ça. c'est un espèce de patriotisme. Mais qu'on lui demande un gage de patriotisme en plus. Alors que Benzema est patriote fiscal. C'est vrai? Bah oui. Contrairement à beaucoup. Et Benzema, avant toute chose, c'est le 6-9. Il n'y a pas plus lyonnais que Karim Benzema. Faut arrêter. Comme Nabil Fekir. Bilou Fekir, il n'y a pas plus 6-9 que lui. Et la canette d'Oasis. Et la petite sacoche Lacoste, notamment l'un de ses frères. Et je te mets les chaussettes dans le survêt Lacoste. Et le petit kebab et le tournoi de PlayStation. Oh, il n'y a pas plus lyonnais. Bientôt, il va te dire qu'il fait les soirées funk à Lyon. Et que Lyon, c'est le temple de la funk. Mais Karim Benzema, il n'y a pas plus Bron-Terraillon que lui, sans déconner. D'ailleurs, il a fait beaucoup pour le club de Bron aussi. Mais il voulait pas que ça se sache. C'était les ballons, les maillots, sont lui qui faisait. Donc pour moi, Karim Benzema, c'est le 6-9. Mais vraiment. Mais voilà! Mais voilà! Et Nabil Fekir, c'est pareil. Voilà, c'est les mêmes. À ce niveau-là, c'est les mêmes. Non. Nabil Fekir, c'est encore plus terre-terre, je te dirais. Nabil Fekir, il est encore plus 6-9. Je pense. Mais, ça, je dis ça dans l'humour, mais demande-lui. Et puis en plus, tout le monde sait qu'il est ultra attaché à l'Olympique Lyonnais et tout. C'est la vérité. C'est vrai. Et honnêtement, moi, déjà respect parce que le mec, il a fait 3 clubs dans sa carrière. Lyon Real. Carrière exceptionnelle. À un moment donné, on cherchait des petites bêtes pour rien. Faut arrêter. Alors que lui, des fois, je te dis, ces énigmes à la Tupac, bon, je trouve c'est ridicule. Mais on donne de l'importance, encore une fois, à un truc qui devrait même pas en avoir. Mais le reste, il n'a jamais fait un problème. Même. Tu fais pas 10 ou 12 ans au Real Madrid si t'es un fouteur de merde. Aussi fort que tu peux. C'est tout. Donc à un moment donné, on lui cherchait des problèmes et tout. On cherchait je sais pas quoi, c'était ridicule. Et en effet, parce que Karim Benzema. Ça, c'était complètement ridicule. Et surjoué parce que le mec qui venait en équipe de France, voilà, point. Et encore une fois, je te dis, patriote fiscal. Puis encore une fois, Benzema, il va pas cracher sur la France. Et je pose juste une question. Quel est le plus patriote entre celui qui paye ses impôts en France alors qu'il travaille à l'étranger ou l'élu de la République qui tape dans la caisse et qui après va nous chanter la Marseillaise, la main sur le cœur? Quel est le plus patriote? J'ai bien ma petite idée. Et voilà. Non mais c'est vrai. Tu sais, au bout d'un moment les mecs là, non mais faut arrêter. Et ils te donnent la leçon. Il y a aussi un truc qui revient là, je sais pas si ça va prendre de la place et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est les joueurs binationaux et certains qui décident par exemple de jouer... De plus en plus vont aller pour les pays maghrébins notamment. Il y a certains, c'est une forme de réalité en se disant les chances pour percer en équipe de France sont peut-être plus minces donc je vais aller là-bas. Mais oui, la plupart c'est ça. Hein. C'est ça. L'immense majorité c'était ça. Hein. Mais est-ce que tu penses que justement avec on va dire une espèce de montée des extrêmes. Ah mais non, mais la chasse au ramadan qu'ils ont fait à la Fédé, ils ont perdu déjà plusieurs jeunes. Mais c'est pas acceptable ce qu'ils ont fait à la Fédé. C'est pas acceptable. Moralement, mais c'est dégueulasse. Et là, ils sont en train de flipper parce que le petit jeune de Lille, moi, dit qu'en plus, alors là, j'adore parce qu'en plus, le gamin, il tord le cou à tous les clichés. Hein. Il étudie les mathématiques, etc. Là, ils peuvent pas jouer le côté, tu sais, je vais faire le cliché, oui, c'est l'arabe ingérable, Barakai, tu vois. Là, c'est l'inverse, c'est Einstein. Il y en a qui l'appellent comme ça, c'est un de ses surnoms. Donc là, il veut à tout prix le garder parce que tu sais, ça fait bien.
C'est si on parle réellement, ils vont te dire, regardez, voilà, c'est le modèle. Pose aucun problème, super joueur. Mais le Maroc, ils sont dessus aussi, hein. Alors si lui, il part pour le Maroc, là, ils vont l'avoir comme ça. Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Après, il y a aussi l'hypocrisie des joueurs qui vont te dire, ah non, moi, c'est le cœur, je joue pour l'Algérie, je joue pour ça. Non, la plupart, non. Tu prends des mecs comme Mario Lemina qui joue pour le Gabon, c'est parce qu'il a pris de l'argent. Je l'avais dit à l'époque. Brice Samba, à l'époque, il est contacté pour jouer pour Brazzaville. Sauf qu'un membre de sa famille a réclamé beaucoup d'argent. C'est une somme assez de chiffres, hein, en euros. À la Fédé congolaise. Enfin, à quoi? Au gouvernement. Ok. Il y a des gens, c'est parce qu'ils prennent de l'argent quand ils vont en Afrique. Et ça se dirige directement avec les chefs de l'État et tout, bien sûr. Ou alors, et comme tu dis, c'est le deuxième ou troisième choix. Tu sais, c'est... Bon, bah, j'ai pas réussi, au bout d'un moment, j'y vais. Et aussi parce que des fois, tu as des pressions qui sont mises par les clubs et les agents pour surtout pas aller en Afrique parce que ta valeur, elle va diminuer par les Coupes d'Afrique et tout. Après, t'en as très peu qui font le choix réellement, je dirais, de ce qu'ils ont envie, tu vois, parce qu'ils n'ont pas tellement de possibilité de le faire aussi. C'est un système et tout qui fait que... Mais aujourd'hui, la France, notamment, va perdre. Et aussi, notamment le Maroc est de plus en plus attractif, notamment également pour les binationaux des Pays-Bas et également, je dirais, en Belgique. Mais tu penses que justement, une équipe comme Maroc, c'est-à-dire qui a des résultats aujourd'hui, structurellement, faut voir l'Académie du Roi, les stades, la ferveur, demi-finale de Coupe du Monde. Ouais. Bon, par contre, je sais pas comment ils vont gérer tous les égos, ça a toujours été le problème du Maroc, avec en plus toutes les différentes diasporas. Mais t'as des mecs qui, voilà, Brahim, tu prends. C'est parce qu'il a pas été appelé en Espagne qu'il arrive au Maroc, on va être honnête. Mais c'est un super joueur. Donc t'as des mecs très forts aujourd'hui, qui jouent dans des top clubs. T'as un vrai niveau. T'as une vraie structure et t'as un élan qui s'est créé autour de la sélection marocaine. Comme à un moment donné, il y a eu un élan qui s'est créé autour de la sélection algérienne. Voilà, ça c'est un peu retombé. Mais aujourd'hui, voilà, pareil, l'Algérie quand même est beaucoup plus crédible qu'il y a 10-15 ans. Les gens, ils oublient, hein. Où était le Maroc et l'Algérie il y a 20 ans en termes de joueurs, etc. Alors le Maroc avait des mecs comme Naïbet, par exemple, qui est un super défenseur de la Corogne. Et t'as des mecs pour l'Algérie, type des Karim Ziani et tout, qui ont fait des vraies belles carrières, attention. Mais je veux dire, t'avais pas le choix que t'as aujourd'hui. Ouais. Et la Tunisie, par contre, toujours eu beaucoup de joueurs locaux. Reste là-dessus, mais t'as des mecs comme Hannibal Mejbri qui, très jeunes, ont décidé de jouer pour la Tunisie, par exemple. Et eux, ils avaient toute une cellule et tout. Bon, après, la Tunisie, aujourd'hui, est quand même un peu dans un petit déclin, on va dire, même si ce jour-là. Je sais pas comment, mais ils sont toujours là. Si, voilà, faudrait peut-être renouveler, notamment offensivement. Puis c'est moins d'habitants, quand même. Aussi, contrairement au Maroc et à l'Algérie. Bon, aujourd'hui, toutes les sélections, même africaines en général, sont beaucoup plus crédibles qu'il y a 15-20 ans. En termes de moyens, en termes structurels, en termes de politique. Après, t'as toujours les mauvais élèves, hein. Le Mali. Mais c'est même pas la faute du gouvernement. C'est quand t'as une fédération qui est gérée par un mec qui est en prison, Vieux Touré, depuis 1 an et demi, et que c'est vraiment une corruption intégrale, et qu'on te sabote, c'est compliqué. En RDC, t'as un potentiel de malade, parce que c'est eux qui ont la plus grande diaspora, hein, c'est les Congolais. Hein. Brazza, c'est une catastrophe, comme c'est géré. T'as un conflit entre le ministre des Sports, quel genre de Sassou Nguesso prend la République et prend la Fédération Mayola, c'est... Mais même, voilà, t'as d'autres sélections plus crédibles. Mais réellement, pour les binationaux, ce qui aujourd'hui est le débat, c'est pour les sélections maghrébines. Et aujourd'hui, les sélections maghrébines sont beaucoup plus crédibles qu'avant. Et puis surtout, voilà, à un moment donné, quand tu fais une chasse au ramadan comme ça, faut pas s'étonner que les mecs te disent. Mais on va être honnête, la plupart, ils allaient rejoindre le pays d'origine parce qu'ils n'avaient pas joué en équipe de France. Là, aujourd'hui, les choix sont de plus en plus tôt. On peut prendre Ben Segar, par exemple. Il joue pour le Maroc, Ben Segar, je crois. Je crois que j'ai pas de conneries. Il a choisi, ça y est? Ouais, je crois. Il me semble bien. Lui, il est jeune, mais je veux dire, je le vois... C'est pas impossible qu'il aurait pu être en équipe Exactement. de France. Avant, c'était pas le cas. Avant, t'avais pas des mecs qui choisissaient à 18, 19, 20 ans, 21 ans. Là, la question, c'est qu'est-ce que va faire le jeune milieu de terrain de Lille. Mais voilà, aujourd'hui, le Maroc, t'as envie de jouer avec Hakimi, Brahim Diaz et tant d'autres. Hein. Surtout que là, ils vont devoir renouveler un petit peu parce que bon, voilà, Ziyech, c'est quand même un peu la fin, Bouffal aussi. Voilà. Puis, bon, après, les égos, ça va pas être évident. Mais il y a quelque chose. Et puis, je te dis, les structures, l'engouement, ça a généré quelque chose. La CAN, la Coupe du Monde qui arrive. Le Maroc, aujourd'hui, ça le vend en poupe, hein, pour un jeune. Moi, je comprends. Mais comme l'Algérie l'avait il y a quelques années, hein. La période de responsabilité, le titre à la CAN, etc. Les hommes, comme ils disaient, il y avait quelque chose qui s'était développé autour de l'Algérie aussi. Donc, j'espère pour eux qu'ils retrouveront d'ailleurs aussi cet élan. Il y avait aussi un truc que tu avais dit dans une vidéo, c'est en parlant de la Palestine en tant qu'entité footballistique. Et tu disais que, tu me dis si je me trompe, que certaines équipes ou fédérations cherchaient à imiter la Palestine en termes de positionnement pour leur indépendance. Pour leur indépendance, pardon. Est-ce que tu peux aller... En fait, lorsque la Palestine obtient le statut FIFA, c'est sous Sepp Blatter. Okay. Donc ça crée un tollé terrible pour Israël. Mais pour eux, en fait, c'est un gage d'indépendance. C'est-à-dire, c'est un symbole de leur indépendance. L'équipe nationale d'un pays, d'un peuple, une nation, les gens mettront le terme qui leur plaira, pays ou autre,
c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as d'autres qui prennent l'inspiration. Gibraltar, c'est inspiré. C'était l'Espagne qui mettait le veto. Le Kosovo. Le Kosovo, c'est extrêmement inspiré de la Palestine. Mais pas que. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le Groenland qui souhaite être membre FIFA, par exemple. Mais ça va appartenir aux States, là, bientôt, non? Si Trump... non, mais ça, un petit aparté. Voilà. Anecdote, l'ancien sélectionneur du Groenland, il venait d'Érythrée. En termes de camoulox, on n'est pas trop mal. C'est assez intéressant le football d'ailleurs au Groenland. Après, c'est différent, mais t'as d'autres. Et t'as aussi la CONIFA, qui est donc une organisation, on va dire, qui regroupe, par exemple, t'avais la Kabylie, t'avais le Tibet, t'avais l'Ossétie du Sud. Oh, comment ça s'appelle? Oh, t'as l'Ossétie du Sud en Géorgie, la deuxième région. L'Ossétie du Nord? Non, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Ok. Putain, t'avais Artsakh. Ok. Pour en Arménie, etc. et tout. Donc t'avais, on va dire, ces équipes nationales-là, quoi, si tu veux. Donc il y en a, c'était un symbole régional, d'autres aussi qui aspiraient peut-être à plus. Mais la Palestine était un exemple pour toutes, en fait. Parce que ça a aussi fait énormément parler. Donc oui, ça a montré que c'était possible. Et le Kosovo s'en est beaucoup inspiré. Il y a 2 ans, tu t'étais passé chez Zach Nani. Ouais, très bon gars. Et tu disais que tu voulais aussi évoluer vers d'autres horizons, notamment en raison des mentalités, de l'affaire de la FFF. Ah, c'est un truc. Est-ce toujours d'actualité? C'est quoi tes projets en dehors du football et voilà, où est-ce que tu vas aller? Très bien si on termine champion cette année quand même. Déjà au basket. Parce que là, je récupère de mon doigt. T'es en semi-pro là, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais. J'ai eu malheureusement une rupture partielle ici. Et j'arrive toujours pas, si tu veux, à complètement... Donc pour mon shoot, ça m'embête, mais là, ça va de mieux en mieux. Si je continue à jouer. Donc déjà, mon objectif, c'est ça, d'être heureux. Donc essayer de faire une grosse saison. Enfin, que j'étais vraiment bien parti en plus. Je suis le meilleur basket de ma vie, ça arrive au pire des moments. Donc, écoute, j'ai ça, premièrement. Bien jouer à Yu-Gi-Oh aussi, ce que j'aime bien. C'est mon truc. Non mais vraiment, les gens ils peuvent rire, mais moi je suis fan absolu. Et en plus, pour le coup, intellectuellement, ça me nécessite beaucoup de choses et de logique et tout. Donc j'aime beaucoup. Aller au bout des affaires gabonaises, parce que c'est toujours pas fini. Et le Gabon, et cette affaire-là, pour moi, c'est la priorité. Donc ça, certaines affaires pédo et tout. Là, j'en ai 2 en France. Petit club, mais bon, je vais pas leur dire non. C'est un peu dur en termes de temps. Et après, écoute, je suis sur déjà un peu d'autres projets. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est soit faire du conseil et des audits et autres pour des gens, pour éviter qu'ils se fassent escroquer dans le milieu du sport. Tu vois, de ça à ce niveau-là. Soit travailler directement pour quelques États, notamment en Afrique, sur la politique sportive, pour éviter aussi tout ce genre de trucs. Tu vois, j'ai quelques projets, notamment de formation, de métiers liés au football. Donc je pense que tôt ou tard, je proposerai ça à une chancellerie. Parce que ça peut aussi partie de la diplomatie sportive, parce qu'en fait j'en ai marre qu'à chaque fois les mecs ils importent des mecs de l'étranger pour former les locaux. Non, en fait, il faudrait faire un vrai projet avec un vrai centre, si tu veux, pour tous les métiers liés au sport, et qu'ensuite dans ta politique, notamment sur régional, ça soit toi ensuite ton pays qui aille former les mecs dans les pays à côté, tu vois. Comme ça, je trouve qu'il y a une certaine alliance et une certaine logique. Donc des projets comme ça m'intéresse vraiment, si tu veux, parce que je vais rester dans mon domaine de compétences, tu vois, ce que je sais faire. Mais après voilà, j'écarte aucune porte, tu vois, même un peu dans le tourisme, la diplomatie sportive, etc. Parce que j'ai eu certaines discussions à ce niveau-là et j'ai eu la chance de parler à des gens, tu vois, de très haut niveau quand même niveau politique, et j'ai vu que j'étais pas largué, tu vois. Donc il y a de ça, et puis après pourquoi du documentaire, mais le problème c'est vu qu'en France, malheureusement, les gens ils cherchent uniquement à m'escroquer. C'est-à-dire? Cache investigation. Ils ont pas honte. Élise Lucet, elle a pas honte. Élise Lucet, elle a pas honte. Élise Lucet, par l'argent, il y a quoi qui l'intéresse dans sa vie? Et son ego. Tout le monde est au courant dans le milieu et personne n'ose le dire. Et je dis bien, la caméra, elle est là. Élise, quand ils veulent faire un sujet sur le foot, elle y connaît rien. C'est pas de sa faute, c'est pas son domaine. Pourquoi elle fait pas appel à des gens? Ah, parce qu'il faut payer. Tout le monde est au courant qu'elle fait appel à personne externe. C'est son droit, elle a pas de problème. J'ai du respect pour attention ce qu'elle a fait sur plein de choses. Ouais. Par contre, il y a des sujets, c'est putassier. Et il y a des sujets qui sont mal faits. Moi, si je maîtrise pas, je le fais pas. Cache investigation, viens de me chercher. Mais alors là, exceptionnel. J'en ai entendu des trucs dans ma vie. Mais la malhonnêteté de ces gens-là, un mec très bien, Fabien Toiti, très bon gars. Viens me voir et tout, il fait un truc sur le PSG, ça va être diffusé, je crois, fin du mois. Fin du mois de janvier. Ok. Nasser, tout ça. Il vient me voir, on mange ensemble. Il y avait ma mère et son chien. Je les prends à témoin. On parle et tout, etc. Mec, très bien. Je le répète. C'est pas lui. Bon, moi, j'ai des docs et tout. Puis il y a des gens, en fait, ils parleraient uniquement si, tu vois, j'y suis. Pour garantir, parce que ça fait des années, moi, j'ai eu des ennuis comme pas possible.
à un niveau intersidéral, mais bon, visiblement, pour le ministère de l'Intérieur français, je dois être un Français de 3e zone, donc bon, c'est pas grave. Il y en a qui ont des droits que d'autres n'ont pas. Ok, je parle avec la boîte de prod qui est derrière. Tu sais combien ils m'ont proposé? C'est deviner. Il y avait 4 mois de boulot à peu près. Combien? C'était 4 mois, le truc était pour 4 mois après. Après toi, combien ils m'ont dit? Oh ben on te propose 1000 €. Non. J'ai dit, on n'a pas un budget serré. J'ai dit, bah avec tout le respect que j'ai, on va arrêter de se foutre de ma gueule. Bon, on peut monter à 2000. J'ai dit, non mais attends. Non seulement c'est moi qui ai les docs. Deuxièmement, ça fait 10 ans que je suis ça. Et j'ai la confiance de quasiment tout le monde. Je connais tout le monde. Je peux monter sur des trucs, je sais qu'on peut aller plus loin. Donc c'est pas uniquement fixer les entretiens. C'est faire pareil les mecs, savoir quoi leur demander, etc. Et encore une fois, Fabien Toitier est super. Vraiment, lui, j'ai rien contre lui. Super gars. Vraiment, il fait bien son boulot, tout. Et là, je me dis, mais quel manque de respect. Même pas le SMIC. Parce que je sais ce qu'ils prennent la boîte de prod. Hein. La minute, ils prennent combien sur un truc comme ça, sur un 52 minutes comme ça? C'est plusieurs milliers d'euros, pas la minute. On est d'accord. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ils me rappellent et tout, ils me font une offre encore de 2000. Puis allez, et puis après, peut-être 2000. Pour 4 mois. J'ai dit, écoute, je vais y réfléchir, machin et tout. Puis on se rappelle. J'ai essayé de les rappeler 2 fois, ils m'ont jamais rappelé. Et Fabien me dit, ouais, mais c'est toi qui les as pas rappelés, etc. et tout. Je dis, mais je peux te montrer les appels. Sur Signal, j'ai essayé de rappeler 2 fois. Mais c'est quelle malhonnêteté, cette boîte de prod. À me dire, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais vous foutez de la gueule de qui? Parce que, en plus, ils sont mal tombés. J'ai fait des documentaires. J'en ai fait un notamment pour BBC Africa Eye. Sur le Gabon, la pédophilie et tout. J'ai juste fait le fixeur. Et c'était moi qui suis allé récupérer avec toutes mes archives, les entretiens audio, etc. et tout. Ils ont fait un super boulot. J'ai pris 4000 pour 15 jours. Tu vois? Et ils m'ont demandé si je voulais plus. J'ai dit non, j'avais tout fini, j'ai pas besoin de plus. C'était parce que c'était 3000 et quelques pounds, donc ça me faisait quasiment 4000 €, si tu veux. Donc je savais les prix que c'était. Je leur demandais pas, tu vois, mais le premier offre à 1000 €. Donc bah, non. Franchement, ils m'auraient dit 4000 ou 5000, j'aurais dit oui parce que pour la cause. Mais je peux pas accepter à 1000 ou 2000. Parce que ça veut vraiment dire que je pense que mon travail, il est nul. Et là, c'est vraiment se foutre de ma gueule. Parce que je sais ce qu'ils prennent. C'est du vol. Des mecs qui veulent développer des séries et ça, toujours les Français dans ce milieu-là qui m'ont escroqué. À l'étranger, j'ai jamais eu de problème. Dès que c'est la France, on cherche à m'escroquer. Mais c'est folie. Mais de la folie. Donc voilà, je lance l'appel. S'il y a des gens qui veulent faire des bons documents, il n'y a pas de problème. Pourquoi à l'étranger, j'ai pas de problème? Pourquoi en France? Mais c'est incroyable. On a une mentalité terrible. Ça, je t'avoue que ça coûte 1000 € quand même. J'ai rigolé. Et franchement, tous les gens qui me connaissent savent que moi, l'argent, je suis utopiste. Je m'en fous. C'est tout ce que j'ai fait et tout. Mais je connais les prix de la BBC, ça va pas être différent. Tu peux pas proposer ça. Surtout qu'attends, moi je leur ai dit, ça aime pas ça. Les gars, après, parce qu'ils flippent tous, ils appellent qui? C'est moi, hein, qui dois me les taper. Hein. Et 1-2 heures, tous les jours. À n'importe quelle heure et tout. Donc faut arrêter, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et ça n'empêche pas que Fabien Toiti m'a fait très bonne impression, j'ai eu de très bons échos, et j'espère que ce sera un très bon truc, et je lui dis bravo. Mais la boîte qu'il y a derrière lui, elle est honteuse. Franchement, et Élise Dussek qui refuse d'aller chercher des gens pour les sujets par exemple liés au sport, alors que son équipe, c'est pas forcément ça. Je vais te dire, mais même pire, mais tiens, maintenant tu m'en rappelles. Un mec que je connais qui était à SoFoot, je vais taire son nom pour pas lui faire d'emmerde. Il m'a dit, après, il m'a dit, ouais, écoute, Romain, en fait, ils te veulent pas. Genre, je serais de la nitroglycérine. Genre, je suis infréquentable. Faut arrêter. Par contre, tous, ils essayent de me récupérer mon travail. C'est honteux. Franchement, je te dis, c'est honteux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Que j'ai trop parlé? Non, mais déjà, je veux vous remercier d'être venus. Sous le beau temps, Malagagno, quand même. Je remercie les gens d'avoir écouté, de me soutenir depuis autant d'années, parce qu'au final, s'il y a autant d'impact sur les affaires, si j'étais pas suivi, ça ne serait pas le cas. Donc en fait, il faut vraiment qu'ils se rendent compte de ça, que c'est aujourd'hui, j'arrive à frayer un peu mon chemin en pierre d'instances internationales, de ci, de là, de clubs qui sont paniqués parce que je fais une vidéo. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de suivi, en fait. Donc voilà, et puis après, merci à mon avocat, Mokhtar Abdenouri, parce que j'ai toujours gagné mes procès. On en a d'autres qui arrivent pour des condamnations. Enfin, l'autoproclamé patron du MMA français réclame 120 000 € Fernand Lopez, qu'il a beaucoup souffert. La vidéo, il a beaucoup souffert. 120 000 €? Ouais, il a beaucoup souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Fernand, il avait dit aux Parisiens, bon non, il avait juste mis une petite gifle à sa femme, etc. Fernand, tu lis la condamnation, c'est pas ça. Tu vois bien, étranglement, je voyais prise d'étranglement et autres, quoi, et multiples coups au visage. Bon, il avait un peu remixé, tu vois, mais bon, c'est peut-être un petit trop de mémoire, j'imagine, mais bon, il a beaucoup souffert par ce que j'ai dit. Finalement, il a plus souffert que lorsqu'il a mis une prise d'étranglement, visiblement. Et puis, j'ai dit d'autres choses, donc lui, il est pas content. D'ailleurs, il se lance dans le foot, lui aussi. Il voulait se lancer agent dans le foot. Là, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps, parce que, les frais juridiques que j'ai, là, ils sont collés. Et moi, je suis tout seul, hein. Et je lancerai pas de cagnotte, rien du tout, je me débrouille tout seul. Donc, ouais, là, si tu veux, j'avais, par exemple, à sortir. À La Réunion, je gagne en première instance face au président de la Ligue.
Évidemment, il fait appel, hein, emmerdé. Donc, tu vois, 1500 € de plus, machin. Là, mon grand ami pédophile haïtien, j'ai gagné en appel, il va en cassation. C'est 3 ou 4000 € de plus. Mais c'est énorme pour moi. Bien sûr. Et surtout aucun placement, rien. Donc, tu vois, jusqu'au boutiste, je sais. Utopiste, probablement, mais toujours optimiste. Parce que changera pas le monde, mais on arrive quand même à avoir quelques petites victoires et surtout, je sais pourquoi je le fais. Donc, c'est toujours par amour. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je me suis toujours battu pour ça. Donc, si je devais terminer, je dirais simplement de keep the faith. Merci beaucoup.